Non, aujourd'hui, nouvelle émission, tranquillement encore, avec un nouvel invité, dont l'honneur d'avoir aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui fait un travail, bon, plusieurs travails, mais il y a notamment un travail que tu fais qui nous intéresse particulièrement, donc on pourra parler. Violette Giton. Giton. Mais tout le monde se gourde, donc Je t'ai dit Giton. Pas choquant. Pas choquant. On a eu Y a cette pas de conversation hier soir et je lui ai dit c'est Giton ou Giton, faut pas que je fasse l'erreur. Et je t'ai dit 10 Giton, t'as dit ok. Il m'a dit 10 Giton, il n'y a pas de U. J'ai dit bah oui, c'est évident. Donc j'ai dit Giton. Tu es réalisatrice, actrice et assistante à la direction et à la protection des enfants parce que t'aimes pas qu'on dit coach. Ouais, c'est ça. On a bien bossé, t'as vu? Ouais, grave. Actrice bof. Hein. Enfin, j'ai tourné dans un cours et ça a été une super expérience et tout, mais c'était un peu par hasard. Je cherchais une Bretonne qui savait nager pour pouvoir se noyer. Et c'était mon cas. Enfin, je savais me noyer. Voilà. J'ai fait de la natation synchronisée pendant 7 ans et j'ai grandi à Rennes, donc j'avais les qualifications pour. Et du coup, j'ai joué dans ce cours qui s'appelle Saison Calme, produit par Film Grand 8. C'est comme ça que je les ai rencontrés, la boîte qui me produit aujourd'hui, qui a produit César. Et voilà. Et en vrai, ça a été une expérience trop bien. Et je suis contente d'avoir été comédienne, enfin d'avoir testé ce truc-là pour savoir en tant que réal ce que je demande aux comédiens et comédiennes et ce qu'ils me donnent et ce que ça fait de livrer ça et qu'est-ce que tu laisses aussi de toi quand tu joues. Donc je suis trop contente de ça. Après, je suis beaucoup trop complexée et self-conscious pour être comédienne ou quoi. Donc je pense que ce sera une expérience d'une fois, mais... Voilà, donc t'es plus partante pour faire de la... Franchement, ça dépendra des projets, mais c'est vraiment pas ce qui me fait envie, quoi. D'accord. Donc, voilà. C'est marrant, moi je l'ai répété au moins 5 fois. Franchement, une émission sur toi, je le raconte. Mais j'ai eu le même process que toi parce que moi j'écris des films et je réalise aussi. Et j'ai eu le même truc d'aller voir de l'autre côté comment ça se passe en tant qu'acteur pour voir comment apprendre et tout. Les textes, comment ils évoluent entre eux en dehors des tournages et comment ça se passe vraiment en tant qu'acteur parce que j'avais rien du tout. Et pareil, je suis stressé. Enfin, je suis pas acteur, quoi. Ouais. Je suis quelqu'un, je veux pas être acteur, je suis pas acteur. J'ai détesté cette expérience, mais c'était important pour savoir comment apprendre un texte dans l'écriture. Et carrément. On a l'habitude de commencer l'émission par un truc où on dit chacun le dernier film qu'on a vu. Bah, c'est hier soir, j'ai regardé le film Carol de Todd Haynes. J'ai pas vu. Que j'avais jamais vu. Et j'ai adoré, c'était trop beau. Et surtout, c'est marrant parce que c'est l'histoire d'un couple lesbien dans les années 1950 avec Cate Blanchett et une autre comédienne dont je me souviens plus du nom. Et en fait, c'est comment est-ce que cette histoire-là, elle a du mal à exister, et notamment parce que le personnage de Cate Blanchett, donc Carol, elle est en instance de divorce avec son ex-mari. Et en gros, pour se venger du fait qu'elle l'aime plus, ils négocient la garde de leur enfant. Et du coup, tu as cette problématique-là, de cette histoire hétéro qui vient un peu saboter l'histoire lesbienne qui commence. Et c'est super beau. L'image, la musique, vraiment, c'est assez sublime. Et c'est marrant parce que c'est absolument... on se dit, bon... Dans les années 50, c'est une histoire qui paraît complètement plausible, quoi, avec l'homophobie, etc. Et en plus, là, même, on sent que les gens prennent encore ça pour une maladie mentale et que dans le procès, entre les avocats, il y a la négociation de « mais oui, mais elle voit un psy, du coup, ça va aller mieux, du coup, c'est bon, elle a plus ces penchants-là, donc elle peut retrouver sa fille et tout. » C'est des choses qui sont choquantes, mais où on se dit « bon, ok, à l'époque, ça arrivait sûrement. » Et en fait, là, j'ai travaillé sur un film... sur le long métrage de Anna Cazenave-Cambé qui avait fait De l'or pour les chiens il y a quelques années, et où j'ai été donc coach sur son film qui s'appelle Love Me Tender, qu'on a tourné là à l'automne, qui est adapté du roman de Constance Debré, et en fait c'est ouf, c'est la même histoire mais contemporaine, quoi. Et il va sortir bientôt, je crois qu'elle visait l'envoi à Cannes, donc on verra si ça prend à Cannes, mais c'était ouf qu'on se dise bon, à l'époque, ok, et en fait là, le fait d'avoir tourné Love Me Tender et d'avoir lu le livre de Constance Debré qui raconte sa propre histoire, bon, avec sûrement un petit peu
de fiction à ajouter, mais en tout cas quand même cette histoire d'ex-mari jaloux qui quand vient à la justice et qui prend en otage la garde de l'enfant pour se venger. En fait, c'est quelque chose qui arrive encore possible aujourd'hui, quoi. Voilà, la note un peu gay dans tous les sens du terme. Il y avait Jusqu'à la garde aussi qui parlait un peu de ça, qui est trop bien joué. Mais il y avait aussi c'était aussi une histoire de... Bah là c'était... Parce qu'il n'y avait pas de notion de sexualité. Non, elle était non, pas... non. Ouais, c'était juste ils se disputaient la garde. Ouais, c'était juste le mari qui pète un plomb. Ouais, je me souviens bien. Non, j'avais adoré ce film. Ouais. Et toi, Sabri, alors? Le dernier film que j'ai vu, c'était hier soir, très tard. Ça s'appelle The Rocking Horseman. C'est un film japonais. J'ai plus le nom du réal, je suis désolé. Ça parle de rock. C'est un teen movie qui parle de rock. Et en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui fait de la guitare. Et en gros, il est passionné de rock, de musique. Et du coup, il décide de monter un groupe de musique, voilà. Et on va suivre toute la progression du groupe, de comment le groupe vont former leur amitié et tout, etc. Et voilà. Une petite esthétique asiatique qu'on aime. Comme toujours. Ok, toi, Malo? Moi, c'était hier, j'ai vu Mercato. On l'a vu ensemble. Ouais, petit ciné. J'ai vu Mercato, donc C'est avec mignon, ça. Jamel Debbouze de Tristan Seguela. Ah, mais oui, le truc sur le foot et tout, là. Ouais, Game of Thrones. Ça donnait un peu envie. Avec Ouais. Biranba, Avec Biran. l'excellent Biranba qu'on a Biranba. reçu en podcast. Ah, trop bien. Ouais. Ouais, comédie française, c'était trop bien. Mais ouais, du Mercato. T'as aimé? Ouais. En fait, à la fois, je m'attendais à un super film, à la fois, je m'attendais à un peu être déçu. Je sais pas pourquoi, genre, je me suis dit, j'ai l'impression que ça va être bien, mais j'ai l'impression que je vais être déçu. C'est la DA du film qui te... Ouais, voilà. Ouais. Genre, je me suis dit, bon. J'ai un peu cet a priori aussi sur ce film. Et au final, c'était entre les deux. J'ai pas été déçu, mais j'ai pas été émerveillé non plus. Genre, c'est un bon film. Ok. C'est bien joué, le scénario est sympa. Et les acteurs sont top par contre. À part Alix. À part Alix des Marseillais, mais, Ouais. mais sinon. Sauf toi. sinon, tout le reste est super. Et, Ok. Non, mais c'est vrai qu'il y a une petite frayeur à chaque fois, je trouve, des thrillers français qui sont surproduits, genre, qui sont financés par TF1, Pathé et tout. Ouais, c'est Et je sais vrai. pas, il y a un truc où on se dit, c'est too much. Je sais Ouais, pas si vous ressentez pareil. Ouais, je pense que les gens ont peur qu'ils en fassent trop. Genre, Ouais. je sais pas ce qu'ils se disent, ça fasse trop américain ou quoi. Ouais, comme ouais. ça, tu vois. Mais je sais pas. genre que ça soit trop américain dans la production, entre guillemets. C'est ça. Genre ouais. trop poussé, alors que Trop, ouais. le jeu d'acteur ou le scénario, il est en dessous. Et du coup, ça Oui, crée voilà. un mélange qui est pas. Ouais, puis même, Les gens, on met pas l'argent au même endroit que les Américains. Eux, ils mettent dans des décors de ouf et Ouais. tout. Ils mettent vraiment une atmosphère, alors que nous. Plus dans le Dans un casting, je casting, pense. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, non, mais après, franchement, les films sont sympas. Il y a Ok. pas- J'irai le voir. Moi, du coup, le dernier film que j'ai vu, c'est Mercato, mais l'avant-dernier, c'est Arizona Dream Ok. de Kusturica. Ouais, j'ai jamais vu. Joli nom. T'as dit quoi? Joli nom. Joli nom. C'est un film avec Johnny Depp. Je sais même pas qu'il était. Je l'ai vu à l'image, j'ai fait il est temps. Acteur principal. Figurant. Ouais. Là, c'est un film c'est un film un peu perché, comme j'aime. Et je crois que c'est le style de ce réal particulièrement. il me Ouais, mais il a pas fait de film. Il genre, faut quoi d'autre de notable? il a fait Underground. Je sais pas Bon, hyper. je sais pas l'affiche. Bon. Time of the Gypsies. Je sais rien. Ouais, franchement, il est pas. Je pense pas qu'il soit très Ok. très reconnu. Mais Et j'ai déjà entendu son nom plusieurs fois. un mec, donc Johnny Depp. Je sais même pas comment expliquer tellement le film il part. À ce point-là. Ouais, vraiment. C'est un mec qui a plus de parents, mais il reste son frère et son oncle. Et son oncle, il gère une boutique de voitures. Et il y a deux clientes, une mère et sa fille, qui rentrent. Ils ont le flash, les deux frères et les deux garçons et les deux filles ont flash l'un sur l'autre. Et du coup, ils vont habiter chez eux. Et Johnny Depp, il sort avec la mère. La fille est jalouse. Ok. Et Johnny Depp, il rêve d'aller dans la banquise au pôle Nord et tout. Du coup, il essaie de créer un sorte d'avion. C'est un rêve. Vraiment. Ok. Et du coup, la fille, elle est tellement pas contente de cette relation qu'elle fait de l'accordéon. Il y a rien qui a un rapport avec les autres trucs. C'est fou. Non, il y a rien, c'est Ok. que des idées. J'ai l'impression j'ai vu des images vite fait, genre la DA du film, ça ressemble un peu à David Lynch. Je sais Ouais. pas si. Ah ouais. Il y a un peu de David Lynch, mais un peu premier degré. David Ok. Lynch, ouais, c'est du Ouais, second c'est très degré décalé, ouais. exprès, quoi. Ouais. Il sait qu'il fait de la enfin, c'est un peu comédie, tu vois.
Là, non. C'est vraiment très premier degré. Elle est De la- tellement énervée, elle commence à faire de l'accordéon. Ok. Non, et en fait, j'ai kiffé le film, j'ai mis 5 étoiles, j'ai vraiment un coup de cœur. Ah ouais. Ah ouais, non, mais j'ai adoré ce film. En fait, j'ai. Ah, tu le vends hyper mal pour tout. Ouais, en fait, je veux pas le mieux le vendre parce que c'est vraiment ce qui se passe. Il est Je veux pas, compliqué à je veux pas expliquer. créer d'attente. Franchement, il me dit tout ça et après j'ai mis 2. Je dis bah oui, bah normal. Genre, vu la C'est description ça. que t'en fais. Non, en vrai, il est marrant le film. Il y a En vrai, des il donne moments envie. marrants. Il donne Il y a vraiment envie. des moments marrants. Mais généralement, en fait, il dure 2h20. C'est hyper long. Non mais t'es le pire vendeur de J'ai l'île. très mal vendu. C'est hyper long. Vous allez vous faire Franchement. chier, mais regardez. Putain, mais 5 étoiles. Costa Rica, il va plus faire de film à cause de moi. Non, enfin, voilà, je vais pas dire que je conseille ce film, mais je vous Ah oui, conseille- carrément. Tu le conseilles pas. Non, je le conseille. Non, bah, Robin qui est pas là aujourd'hui, il va voir ça, il va me dire, mais t'es un malade d'avoir dit ça. Il a détesté le film. Justement, moi je pense que le fait que ce soit décalé, ça plaît. Ouais, ah, moi, j'adore. Enfin, personnellement. C'est entrecoupé par des scènes où il y a un poisson en 3D qui vient. Ça, c'est fou. Ah, les têtes de chacun. J'ai niqué l'ambiance. Bah, super film. Bon, bref, on va passer à. T'es un fou rire. Tu l'as eu. Un poisson en 3D. Il y a vraiment un poisson en 3D. Un poisson qui nage comme ça, qui agite sa queue de C'est un poisson nageoire. Non, mais Ouais. c'est métaphorique, ouais. et qui vient Ouais, comme c'est ça. J'imagine que Bref. c'est métaphorique. J'espère. Imagine, il aime juste les poissons, il a foutu comme ça. Il a mis Ah, une photo ouais. de son poisson, enfin une vidéo de son poisson comme ça. Bah, par contre, dans la scène d'intro, c'est des gens sur, enfin des Esquimaux sur la banquise. Et il est sur un traîneau. Et à un moment, il tombe dans l'eau. Il tombe dans l'eau avec les chiens. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Les chiens ils étaient dans l'eau. On dirait un sketch. Ah ouais. Non, mais vraiment. Dans l'eau glacée. Dans de- l'eau glacée. Et ça Ok. se voit qu'il y a une petite panique sur le plateau. Ça fait une transition parfaite vers Coach Enfant finalement. Ah, bah oui. Bah ouais. C'est parfait. Les chiens, ouais. Est-ce que les enfants sont des chiens? Bon voilà, c'était la petite période. Donc toi, t'es cinéphile du coup. Tu regardes beaucoup de films. Franchement, je me dis toujours que pas assez. Enfin, je pense Ouais, ok. que peut-être moins. Enfin, j'ai pas de carte UGC, j'ai pas voilà. Ah ouais. Mais non. Après, j'en regarde pas mal, mais j'ai l'impression de. Je suis assez forte en cinéma français. C'est comme si, sans que ce soit du tout carriériste, mais c'est comme si assez tôt, ça avait été clair de bon, j'ai envie de travailler dans le cinéma, Ouais. ce sera le cinéma français, je suis en France, donc il faut connaître à peu près ce qui se fait Ouais, t'as et les raison. comédiens et machin. Et du coup, en cinéma français, je suis plutôt calée. Mais alors, par contre, le reste, j'ai des découvertes comme ça et des trucs. Il y a un truc un peu pro dans mon approche du cinéma français. Et d'ailleurs, c'est un peu chiant parce que maintenant, j'ai du mal à regarder un film français en étant complètement dedans et complètement. Enfin, sans me dire, ah, je connais un tel ou ah, là, ils ont fait comme ça. Ou, Mhm, là, ok. ce comédien, je trouve qu'il est un peu en dessous que d'habitude, Ok. etc. Enfin, il y a un truc d'analyse un peu pro qui se met. Alors que, du coup, j'aime trop regarder des films. D'autres provenances, d'autres origines et tout, pour justement couper tout c'est ça, ça. et recevoir le film de manière hyper pure, quoi. Je suis complètement fan du cinéma québécois et du Québec en général. Denis j'adore. Villeneuve. Pas mal. Et ça me fait du bien, justement parce que je reçois les films de manière hyper naturelle. Et je crois aussi que, j'aime vachement. Moi, je regarde quand même beaucoup YouTube. J'ai pas je consomme pas mal de choses, pas mal de séries aussi, de plateformes, de films. J'aime bien. Diversifié. Ouais. Mm. Et parfois, je me dis que c'est un peu je me dis que je pourrais être un peu plus snob, ou je sais pas, où je vois des gens un peu plus snob, je me dis, ouais, j'avoue, moi, j'aurais encore regardé McFly et Carlito. Mais je sais pas, j'ai Pas l'impression mal. que ça m'enrichit à un endroit et. Ah, bah oui. Bah, en Voilà. vrai, oui. Tellement. Donc, C'est indispensable en vrai de. ouais. Non ouais, je suis d'accord. Céline Sciamma, il y a vraiment un truc que je peux pas du tout nier, mais qui est. Ouais, qui est un peu hyper fondateur et tout, et parce que déjà j'ai découvert La naissance des pieuvres quand j'étais
très jeune quand même, je pense, j'avais 11 ou 12 ans. C'est à cause de la nage. Par la natation synchronisée, mon père l'avait vu, il m'avait dit ah regarde machin, dans ce film il y a ça, alors que c'était un sport hyper Ce film est inconnu super et tout. beau. Ouais. Et du coup forcément ça avait fait des trucs et je m'étais dit oula, dis donc, enfin ça m'avait un peu secoué quoi. Et après j'avais vu Tomboy et ça avait été hyper. Franchement ça a été le film qui a un peu démarré quelque chose parce que ça m'avait énormément plu et surtout j'avais été scotchée par la performance de Zoé Héran. Et à l'époque, moi, j'avais 14 ans. Et je lui avais écrit sur Facebook. C'est trop mignon. Et je lui avais écrit salut, machin, j'ai trop aimé, je t'ai trop aimé dans le film et tout. Est-ce que tu veux bien qu'on discute, je sais pas quoi. Et en fait, c'était sur sa page gérée par sa mère. Et j'avais pas eu de réponse pendant 2 semaines. J'étais en mode oui, bon, bah voilà, j'aurais pas de réponse. Et en fait, un soir, en rentrant du collège, j'étais en 3e. Je reçois une réponse et c'est sa daronne qui me dit oui Zoé est encore au collège mais je vais lui transmettre ton message quand elle rentre et tout machin. Et en fait Zoé m'avait répondu et on avait commencé à parler par message et on était devenus potes. Et à ce moment-là moi j'étais rentrée dans une asso à Rennes de jeunes qui étaient intéressés par le cinéma et tout, et en fait chaque année on écrivait ensemble un film, on le tournait, on le montait, enfin on faisait le processus tous ensemble de fabrication d'un court-métrage. Et je l'avais fait déjà une fois, donc j'avais un peu vu toutes les étapes à peu près. Là, je m'étais mis en tête d'écrire un film. Et ça, c'était en seconde, donc en fait, à cette période-là, quoi. Et du coup, j'ai écrit un film, et en fait, il y avait un rôle pour une ado de 14-15 ans. Et j'ai demandé à Zoé, tu voudrais pas tourner dans mon film ? Et elle a dit, ouais, grave. Et du coup, j'étais genre, ok. Mais je me rendais pas... Enfin, de toute façon, à l'époque, c'est un truc que j'ai envie vraiment. J'avais une espèce d'insouciance parce que j'ai écrit ce film, j'ai passé toute mon année de seconde à faire ça. J'avais des post-it dans ma chambre et tout. Et même, j'étais solo, donc en fait, j'ai réuni 5000 balles cette année-là par des bourses, des trucs, tout ça. Et j'ai vraiment organisé le tournage, quoi, et trouvé toute l'équipe avec cinéaste.org, avec des potes, de machin. Et il me manquait d'autres rôles, et notamment la sœur de Zoé Héran. Et j'ai écrit, pareil, sur Facebook à Esther Garel. Et elle a mis du temps à me répondre, mais elle a lu. Et à un moment, elle m'a dit, j'étais sur Paris, elle me dit, oui, on prend un café sur Paris et tout machin. J'avais tellement peur. J'étais en robe alors qu'il pleuvait de ouf et tout. C'était au Rostand à côté du parc du Luxembourg, je me souviens encore. Et elle était arrivée et on avait bu un Perrier et moi j'étais comme ça et tout. Et je pensais que, ça faisait 6 mois qu'elle m'avait un peu laissé en vue. Du coup, j'étais en mode bon bah elle va juste accepter de me dire bonjour, mais elle va voilà. Elle va boire un verre pour me dire bon bah bonjour. Non mais voilà, pour pas me mettre de gros vent. Mais, voilà. Mais sachant qu'elle me disait, je suis en train de préparer Cannes parce qu'elle allait à Cannes avec Donzelli et que elle me disait, je viens de recevoir un scénario d'un réal italien et en fait c'était Call Me by Your Name et je me souviens du coup de ça. Et la meuf me dit au bout de je sais pas de 30 minutes où on parle de plein de trucs. Bon bah en tout cas, je suis trop contente de jouer dans ton film. J'étais quoi? Ah t'as dit oui. Mais vraiment c'est je fais un film dans ma tête. J'ai réagi. Ah, moi aussi c'est trop bien. Enfin, je suis trop cool. Et dans ma tête, je suis là, pardon. C'est une folie putain. Et je suis sortie on s'est quitté en mode bon bah à bientôt et tout. Et je suis sortie de rendez-vous. J'ai appelé Zoé. Je lui ai dit meuf tu vas jouer avec Esther Garel. J'avais toujours 14 ans. Et on a tourné dans ma maison de vacances en Aveyron avec mes parents qui faisaient la régie, ma grand-mère qui était là, qui prenait des photos. Enfin, qui prenait le son. Ouais, il y avait un mélange et j'ai trop aimé. En vrai, c'était un tournage assez super magnifique. Et même quand j'en reparle avec des gens qui ont participé, c'était hyper utopiste, quoi. Enfin, c'était ça mélangeait complètement. C'était complètement intergénérationnel. Ça mélangeait le truc très familial et en même temps pro et tout. Et on s'est éclaté parce que c'était aussi les vacances. Enfin, il y avait des histoires, machin. C'était vraiment la colo, quoi. Et moi, j'ai beaucoup stressé de diriger tout ce monde-là et tout. Et en même temps, ça a été assez
je me suis rendu compte aussi des facilités, pas forcément des facilités que j'avais, mais en tout cas que les choses roulaient, quoi. Et qu'on arrivait à des choses qui me plaisaient assez facilement. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film. Et après, par contre, je savais pas comment on faisait vraiment correctement un montage, donc j'étais toute seule. Et comme j'étais persuadée que ça faisait 1 an que j'étais en train de l'écrire et que la nuit, je rêvais du film et tout, du coup, j'étais en mode, je vais juste monter comme c'est dans ma tête. Et puis voilà, j'ai fait ça, c'était catastrophique. Donc, après, j'ai fait un gros blocage pendant au moins 1 an. Et ça a décanté et tout ça. Et en fait, j'ai réussi à le sortir, mais un peu plus tard, enfin, un peu plus d'1 an plus tard. Et franchement, il a plutôt bien marché. Il a fait quand même plusieurs festivals. Et j'ai fait d'autres films en Coréal ou pour des concours ou quoi, à peu près à cette époque-là. Mais maintenant, avant César, à chaque fois qu'on me demandait envoie-nous un de tes films et tout, c'était vraiment lui que j'envoyais. Ok. C'était le premier. C'est assez fou, C'était donc. le premier concret. Ouais, oui. Ok. Oui, parce qu'on a tous des films qu'on a Oui, fait un peu dans notre chambre avec nos potes, machin. Là, c'était le premier avec vraiment une idée de production derrière et d'un peu d'argent et machin, quoi. Et bref, tout ça pour dire à quel point Siama, quand même, elle a une place à la fois dans mon inspiration, mais même concrètement dans comment ça a démarré, qui est assez fort. Et après, finalement, j'ai moins aimé Monde de filles, j'ai pas du tout aimé Petite Maman. Ah oui. Et ouais. C'est mon préféré de ces Ah ouais. Mon film préféré de tous les temps. Et j'ai bien aimé Jeune fille en feu, mais ça m'a pas Trop fait bien. le même effet non C'est plus. vraiment Tomboy. Tomboy et la naissance. Ouais, mais c'est associé vraiment à un truc aussi à mon adolescence, à ma Ouais, préadolescence, quoi, une période. Ça t'a parlé, quoi. Ouais, Ok. ouais. Et maintenant, il y a Stand By Me qui est un de mes films phares avec Billy Elliot, où vraiment ça c'est... Pour le coup, je les ai découverts tôt, mais toujours aujourd'hui, ça m'émeut et ça fait partie de un peu mon Ok. top 15, quoi. Il y a The Florida Project, que j'aime bien. C'est vrai. Il y a un petit jeu entre nous sur ce film. Ah ouais? Ouais, moi je Je l'adore. l'adore et j'aime pas. Toi, tu t'aimes pas? Non, j'aime pas. Moi, Oh là là, c'est tellement son meilleur. Désolé. Non. Et après, dans les films québécois, il y a Crazy. Et il y a aussi les films... Il y a un film qui s'appelle Les Démons, qui est hyper trash, avec des gamins, mais qui est génial. Et qui parle de pédophilie. Et en fait, moi, je suis assez convaincue en général qu'il vaut mieux... le réflexe, c'est quand il y a des choses qui nous font peur, et notamment liées à l'enfance, etc. Et beaucoup, les gens ne veulent pas en parler, ou ne pas en entendre parler, ou ne pas se renseigner sur le sujet, tout ça. Et ce que je comprends, il y a une sorte de blocage de... On veut pas croire que ça... Enfin, on bloque, on fait comme si ça n'existait pas. Et je crois que moi, c'est vraiment quelque chose que... Enfin, j'aime bien aller à l'inverse. Et du coup, en fait, je regarde beaucoup de documentaires ou de reportages ou de choses qui parlent de... Enfin, là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps le documentaire, je sais plus si c'est France Télé, je sais plus, sur les personnes qui piègent les pédocriminels sur Internet, sur les plateformes et tout. Ouais. Et des trucs comme ça. Bref. Et aussi il y en a un qui est génial qui s'appelle Le sous-sol de nos démons, qui est c'est un des seuls hôpitaux qui accueille les pédocriminels ou en tout cas les personnes qui ont des penchants pédophiles et qui les écoute et qui les médicamente, etc. Et c'est tellement un impensé dans notre société en France. Je crois qu'il n'y en a pas en France, je crois que c'est en Belgique ou en Allemagne, qu'on n'a pas encore ça, ces cellules-là. Et du coup, là, il y a un reportage sur une de ces cellules avec un numéro d'appel et qui sonne tout le temps, en fait. Enfin, bref. C'est horrible. C'est horrible et en même temps, je considère que c'est important de se renseigner sur quels mécanismes sont à l'œuvre dans ces penchants-là et qu'est-ce qui existe, etc. Pour aussi... et souvent, j'ai un pic d'intérêt pour ces sujets-là juste avant l'été, parce que l'été, je dirige des colos. Et du coup, concrètement, je suis en charge d'enfants. Et du coup, ça fait un lien dans ma tête un peu de... Ok, tu vas être en charge d'enfants, c'est sous ta responsabilité. En fait, connais les risques et connais les biens pour pouvoir les protéger, etc. Bref, et du coup, en découvrant le film Les Démons de Philippe Lesage,
j'ai trouvé ça, dans lequel il y a vraiment un personnage qui a des penchants pédophiles et qui est jeune et c'est un vrai personnage, quoi. C'est pas juste l'ennemi et tout. Là, il est rendu aussi attachant. Il y a il le caractérise vraiment. Et je trouvais ça hyper fort. Et je me suis dit qu'en fait, on avait besoin, je pense, pour mieux connaître pour mieux protéger les enfants, de connaître vraiment à quoi ça ressemblait, quoi, ces choses-là, quoi. Je suis partie, du coup, en colo de mes 9 à 14 ans en Bretagne avec une asso qui s'appelle Wakanga, une association bretonne. Et toujours dans le même endroit. Et ensuite, j'ai été à Nîmes, donc en passant le BAFA, puis adjointe à la direction et directrice pendant 4 ans. Et du coup, j'ai été directrice de plusieurs colos, mais aussi vraiment de l'endroit où j'étais allée quand j'étais enfant. Donc c'était marrant de boucler cette boucle-là et de voir vraiment de voir ce lieu et cette colo sous tous les angles, sachant que c'est une grosse colo qui accueille 75 enfants de 6 à 14 ans. Et dans une abbaye, donc le lieu est chouette, quoi. Et du coup, j'ai le BAFD, donc le diplôme qui permet de diriger. Je suis aussi formatrice au BAFA, donc je forme des animes. Et en fait, c'est ma base de... Là, j'ai fait une pause pour pouvoir bosser aussi, parce que j'avais plus le temps, et pour pouvoir bosser l'été sur les tournages, parce qu'en tant que coach, quand tu accompagnes les enfants, il y a beaucoup de tournages l'été, vu que c'est les vacances. Et donc, j'avais besoin de faire mon intermittence. Mais ça m'a énormément forgé, à la fois personnellement, humainement, et dans mon travail. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, le poste de coach enfant, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de fiche de poste, il n'y a pas de certification. Comment ça se fait, du coup, pour être coach enfant, par exemple ? Toi, tu peux être coach enfant demain. Ah ouais ? T'as de l'expérience avec des enfants ? J'ai gardé ma sœur. T'as un casier judiciaire vierge ? Oui. Bah, c'est bon. Ah ouais ? Mais comment ça se passe ? Eh bah, tu te démerdes. Ah ouais. C'est écrit sur ton CV, coach enfant. Par exemple, pour un film, combien de coach enfant pour un film, sur un film ? Eh bah, c'est vaste comme question, mais en tout cas, administrativement, on te demande aujourd'hui rien d'autre que d'avoir de l'expérience avec des enfants, et ça, c'est pas précisé quoi, donc ça se trouve, si t'as fait du babysitting, c'est bon, et d'avoir un casier judiciaire vierge. Déjà, c'est ridiculement minimum. Oui, c'est ça, je me suis dit. Sauf que ça, dites-vous bien que c'est depuis mai dernier. Déjà. Ah ouais ? Avant, il n'y avait rien. Ah ouais ? Non. Avant, tu pouvais être coach avec un maxi casier, personne n'allait le voir, et tu pouvais accompagner des enfants sur les tournages pendant des mois, des semaines. Alors que ça vient pas de nulle part aussi, toutes les casseroles qui sortent maintenant. Ouais. Mais voilà, donc il y a que dalle. Et tu dois te faire ta propre déontologie, ton propre matos, tes propres techniques tu dois même élaborer seul ce que tu fais, genre tes missions, parce qu'elles sont pas claires, quoi. Et du coup, moi, l'expérience en colo, c'est la seule chose qui m'a permis de... j'ai vraiment croisé les deux, quoi. J'ai croisé mon expérience en colo et ma connaissance des enfants en général, et pas artistiquement, pas sur les plateaux, à ma connaissance du plateau en tant que réel. Et j'ai fait une espèce de fusion, et après, j'ai beaucoup écouté, en fait, aussi les manquements et ce dont avait besoin l'enfant. Et année après année, j'ai créé des outils, j'ai créé des techniques et des manières de faire, etc. en voyant, genre, ah là, ce serait bien d'avoir ça, ça nous ferait gagner du temps. Ah là, tel truc, on en a absolument besoin, etc. Mais c'est moi toute seule, quoi. Et... Il n'y a pas d'équipe coach enfant. Non, à part sur les gros films, mais j'en ai pas tant fait. Et j'en ai... la seule fois où je me suis retrouvée dans ce cas-là, c'était une série catastrophique, donc je suis partie au bout de 2 semaines. Et en fait, j'avais une équipe avec une personne que j'aimais beaucoup, mais le reste, c'était compliqué. Et aussi compliqué parce que justement, il n'y a aucun moyen d'universaliser comment on dit, niveliser nos pratiques, de les harmoniser, voilà. Parce que chacun a sa vision du truc, t'en as qui viennent sans matos, mais t'en as qui ont une vision très théâtre, donc moi je te fais réviser ton texte à balle,
et je suis là pour toi et je vais avoir plutôt un rôle un peu, une posture assez maternelle. T'as pas mal de coachs qui bossent comme ça. D'autres qui vont être en mode justement anime de colo, moi je suis ton grand frère, je suis ton poteau, machin, on fait du foot et par contre du coup qui ont, enfin pour qui qui ont une connaissance du plateau et en gros pour qui le plateau va passer après. Donc typiquement viens faire un foot en costume et oups t'es tombé dans la gadoue alors que tu dois tourner juste après. Ça c'est grave en soi pour Oui, moi, bah oui. tu vois. Et sauf que ça donc on a la conscience de loisirs grand frère machin mais moins la conscience des contraintes de plateau. Et moi j'essaye d'être vraiment entre les deux et de trouver l'équilibre entre ce que va demander le plateau et le bien-être de l'enfant et ses besoins à lui. Et franchement, c'est ça qui est super dur. Et parfois, ça te demande de tordre ton éthique, ou en tout cas la modeler un peu, parce qu'il y a des choses que tu ferais pas dans un cadre comme une colo, parce que là, t'as les règles que tu respectes, c'est les règles du social et du soin. En fait, en plateau, en tournage, tu es quand même dans une industrie capitaliste avec un besoin de rendement et là où il y a beaucoup moins d'espace pour l'enfant. Et typiquement, et c'est ça qui est compliqué. Et quand moi j'ai des animes là ou des gens qui viennent de l'animation qui me demandent mais moi sur un tournage et tout, j'aimerais trop être coach, je leur dis attention, ça demande quand même d'être souple sur ces valeurs, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de réflexes que tu aurais en colo complètement et que tu n'as pas la place d'avoir du tout en tournage. Et du coup, faut modifier un peu. Et il y a aussi des fois où je dis stop et où je suis catégorique et où je dépasse pas certaines limites, et j'en ai complètement. Mais il faut il faut quand même assister à des choses parfois qui paraissent dingues ou qui sont un peu, où tu sens que ça respecte pas la nature de l'enfant et faire face aussi à des attitudes d'adultes qui moi je trouve dégueu ou relou ou vraiment néfastes pour l'enfant, quoi. Et ça dans le cadre du tournage. Ouais. Mais par exemple, pour terminer là-dessus, par exemple, en colo, tu vas avoir deux enfants qui s'engueulent. Tu y vas, tu règles le conflit, en tout cas tu fais de la médiation, etc. Et ensuite, si Pierre veut plus parler à Paul parce qu'ils sont fâchés, parce qu'ils boudent après cette engueulade, en fait, très bien, vous allez chacun d'un côté et de l'autre. En fait, si vous ne parlez pas de la soirée, voire du lendemain, et que dans 3 jours, ça y est, vous êtes potes, c'est super. Mais tu laisses ça se faire. En tournage, Pierre et Paul, ils jouent deux frères et sœurs, deux frères. S'ils s'engueulent, t'as pas ce laps de temps là. En fait, s'ils s'engueulent, mais que dans une demi-heure, ils doivent tourner une scène où ils sont meilleurs potes, tu peux pas du tout gérer le conflit de la même manière que tu le gères en colo. Et du coup, et la manière dont tu l'aurais géré en colo, a priori, t'aurais quand même plus pris soin de l'enfant en tant que tel et de ses besoins et tout ça. Là, tu dois forcément tordre un peu des choses et par intérêt pour le tournage. Voilà. Mais jusqu'à un certain point. Mais faut déterminer... Tu vois, je pense quand tu dis comment on fait pour être coach, je pense que la première chose, c'est mais tu peux pas le faire sans trop d'expérience, mais quand même de déterminer quelles limites tu ne franchis pas, quoi. Ça reste des limites... les enfants, ils sont quand même bien encadrés avec toi et tout, donc ça reste des limites assez... ça va, quoi. À moins que... Après, c'est le cinéma. Hein. Ouais. Non, mais là, je parle vraiment de enfant à enfant. Il y a pas de... c'est pas grave en soi. C'est pas un travail psychologique. Si. Ah ouais? Franchement, c'est... quand j'ai commencé à faire ce taf-là, je me suis dit, il y a un besoin, j'ai une connaissance en colo, ok, cool, je vais me loger là-dedans, tu vois. Mais j'avais pas du tout conscience de ce que ça allait amener comme question morale. Et je partais aussi un peu du principe, déjà il y avait le truc de je ferai aucun tournage qui respecte pas les horaires des enfants. En fait, j'en ai fait aucun qui a respecté les horaires puisque ça n'arrive pas. Donc juste, il y a ça déjà, tu fais ok, c'est complètement fictif ces horaires-là, bon. Et ensuite, le vrai choc, c'est quand tu te dis un peu, en gros les enfants et les chatons, tout le monde est d'accord, personne ne leur fait de mal, etc. Un peu, il y a une règle générale de la race humaine qui est que on fait gaffe et tout. Et en fait, c'est hallucinant. Ça n'a plus... C'est plus là pendant le tournage, quoi. Non. Et il y a un truc, je pense que vous avez déjà vu ou connu, de
la bascule de l'éthique pendant le tournage, enfin un switch de déontologie, de priorité, de valeur, où en fait tu es tellement focus sur le fait que c'est le moment, là on tourne et ça fait des années que tu attends ça, et il y a de l'argent qui est mis en jeu, et il y a tout le monde qui est là, etc. Et en fait, le moindre petit grain de sable devient un obstacle qui peut surtout pas arriver, et où en fait du coup les solutions pour régler pour supprimer ce grain de sable ou régler la situation, elles deviennent parfois complètement, elles dépassent complètement les règles que tu te mets en temps normal. Et moi, j'ai fait une vingtaine de tournages, de courts, longs, séries, radio, moyens. J'ai fait à peu près tout. J'ai accompagné une 50aine d'enfants de 4 à 17 ans. Sur ces 20 tournages-là, il y en a 4 qui ont été traumatisants et maltraitants pour les enfants, ou avec des zones de maltraitance, et dangereux. 4 tournages qui ont été parfaits, qui se sont super bien passés. Et le reste, donc 12, ça a été... Il y a des choses, ça n'a pas dépassé de seuil de maltraitance ou de dangerosité ou quoi, mais par contre, c'était pas non plus parfait, et il y avait quand même plein de zones de pas pensées ou mal pensées, et c'était sur le fil, quoi. Des choses quand même où tu te dis, mais c'est hallucinant que l'enfant soit mis dans cette position-là, où c'est pas optimisé, enfin c'est... des choses qui énervent un peu, quoi, sans que ce soit dangereux, mais des trucs débiles, vraiment des choses qui montrent que l'enfant n'est pas la priorité du tournage. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, en fait, la majorité des tournages ne se passent pas bien. Et ça, c'est une réalité que j'ai mis du temps à comprendre comme étant systémique. Et là, je viens de créer une asso avec une pote, une asso de coach, pour que je veux un peu... pas forcément être une grosse asso, mais une structure un peu pas familiale, il n'y a rien de ma famille là-dedans, mais en tout cas un truc un peu cocon, quoi, où on est une petite quinzaine de personnes qui travaillons un peu de la même manière, qui partageons notre matos, etc. Et aussi une cellule un peu d'échange et tout ça, et d'écoute, parce que ça n'existe pas du tout. Donc on rentre avec nos histoires de tournage et on peut en parler à personne qui connaît un peu aussi et qui partage ça. Et bref, et en fait, en formant là des coachs, je me rends compte de la solitude dans laquelle moi j'ai bossé pendant 6 ans, et de comment je me disais un peu, là, il y a eu cette dinguerie sur ce tournage-là, mais bon, ça doit être moi, ça doit être tel truc, ça doit être parce que ça. Et en fait, j'ai mis vraiment longtemps, et je commence que maintenant à comprendre, ok, en fait, ça c'est systémique, ça c'est quelque chose qui se passe tout le temps, ça c'est... Et à me dédouaner aussi de certains trucs où je me disais, ça c'était moi et tout. Non, en fait, il y a quand même vraiment, vraiment, vraiment un problème. Et ça vient de cette question des horaires, où c'est pas tant les prods qui sont à blâmer de pas la respecter, c'est plutôt qu'ils n'ont pas les moyens de respecter ces horaires-là, parce qu'on paye... ça demanderait, pour les respecter, pour un gamin de 6 ans, par exemple, de doubler le temps de tournage. Puisque les gamins, en gros, ils vont faire des journées entre 6 et 8 heures. Alors, peu importe leur âge. Donc, alors qu'ils devraient en faire entre 2 à 6 max. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas des lois dessus de loi, par exemple, sur si les enfants si. dépassent, voilà. Ah, mais après, sur le moment... Il n'y a personne qui passe. Il n'y a personne, c'est pas du tout comme Jeunesse et Sport dans l'animation, par exemple, qui peut débarquer du jour au lendemain sans prévenir, et où du coup t'es un peu comme ça tout l'été, et en fait tu tiens tes règles, parce que si ça se trouve Jeunesse et Sport débarque demain. Là, personne passe. Ils sont trop peu à la médecine du travail pour faire ça. Je crois qu'il y a un mec. Enfin bref, c'est ridicule. Et en plus, sur du court, jamais, quoi. En vrai, la raison pour laquelle là il y a un mouvement, et pour laquelle je crée aussi l'asso, et je parle beaucoup plus de ce taf-là, déjà c'est parce qu'on m'en donne la possibilité, comme vous par exemple, mais c'est aussi parce que Judith Godrèche a révélé ce qu'elle a vécu, que ça a réveillé les propos d'Adèle Haenel il y a un peu de temps, où on a tous retenu que c'était une femme, mais on a oublié qu'elle avait 14 ans, donc ça réitère les choses, et où Godrèche a quand même permis l'ouverture
de l'enquête à l'Assemblée nationale sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, et du coup qui aussi prête attention à ce qui se passe pour les enfants. Et là, elle se termine, mais ça fait quand même... elle a duré 9 mois, je pense, l'enquête en tout. Moi, j'y suis allée parler, et beaucoup de monde, ils ont reçu beaucoup de monde qui ont parlé aussi de la question des enfants. Et même, voilà, il y a un intérêt pour la presse. Enfin, en 5 ans, on m'avait jamais demandé quoi que ce soit. Et du jour au lendemain, j'ai eu 3-4 journaux qui m'ont appelé pour parler de ce sujet. Enfin, il y a eu quand même un coup de projecteur là-dessus. Donc c'est super maintenant, savoir les conséquences que ça va avoir. Et là, je sais on va parler de formation, il va y avoir une certification de créer. Enfin, ça va suivre un petit peu la même trajectoire, a priori, que les coachs intimité, en fait. Ça va, donc, qui maintenant ont une formation, une certification, je crois. Mais moi, j'ai aussi des inquiétudes quant à ça et au fait de trop le réglementer. Je ne sais pas non plus, parce qu'il y a par exemple la question de qu'on ne soit pas embauché par la production, qu'on soit embauché par la médecine du travail. Or, c'est tellement une place compliquée déjà à avoir quand tu es embauché par la prod, d'arriver en disant « moi, je vérifie que… » Ah non, là, ça met une distance. Donc là, si c'est la médecine du travail, il y a aussi… Enfin bon, je suis contente qu'on en parle, évidemment, et tout, mais je ne suis pas non plus rassurée quant aux décisions qui vont être prises. Et puis ça va être dans un temps très long aussi, donc c'est pour ça qu'avec mon asso, j'essaie de créer en tout cas un espace où en attendant, on puisse en parler, parce que ce qui s'est passé en mai aussi, c'est que c'est devenu obligatoire. Avant, ça ne l'était pas. Là, c'est devenu obligatoire en mai pour les enfants de moins de 16 ans. Donc en fait, la demande, elle a explosé, et pourtant, on n'est pas à plus payé, on n'a pas plus de… Enfin, on n'a rien de plus. Juste, ça en parle plus. On en parle plus et on est plus appelé, mais du coup, c'est aussi la porte ouverte à plein de personnes là qui veulent faire ce taf-là, qui commencent à bosser sans qu'il y ait de fin. Enfin, bon, bref. Un regard aussi sur quel film on écrit avec des enfants, quel rôle on écrit, quelle responsabilité ça implique à partir du moment où tu écris un enfant dans ton scénario, quoi. Et vraiment de penser à ces enfants-là qui vont jouer et qui vont être mobilisés par notre petit caprice d'écriture et de film, qui peuvent être des super caprices, mais ça reste des caprices. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour être digne, en fait, de ce qu'ils vont nous donner. Et il faut s'imaginer que, en fait, le rôle qu'on va écrire pour un enfant, c'est comme si on offrait à cet enfant un t-shirt qu'il va porter pendant 1 semaine, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 3 mois. Et il va être filmé tous les jours dans ce t-shirt-là, sous toutes les coutures. Et ensuite, quand le tournage va être fini, il va résulter toutes ces images avec lui dans ce t-shirt. Il va y avoir un film qui va sortir, que les gens vont voir, et il est tout le temps dans ce t-shirt. Et quand ce sera fini, après, même 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, il aura encore cette image de lui dans le t-shirt. Et si ça se trouve, il y a des gens pour qui il sera toujours associé à ce t-shirt-là. Et juste, mais nous, on a la responsabilité de lui offrir le plus beau des fucking t-shirts. C'est trop important, parce que c'est pas nous qui allons le porter, et nous, on sera décorrélés au bout d'un moment de ce rôle-là. Et ça, je pense, ça me paraît hyper important de s'en rendre compte, d'arrêter d'écrire des films avec des rôles d'enfants qui ressemblent à des rôles et qui ont des dialogues que ChatGPT aurait pu écrire. Il y a des enfants partout. C'est facile d'être au contact d'enfants, de discuter avec des enfants, de faire de la médiation, de faire de faire des ateliers culturels avec des enfants. Donc, confrontez-vous, les personnes qui veulent écrire des rôles d'enfants, confrontez-vous à eux et soyez... parlez-en bien, quoi. Et ensuite, tout le travail de choisir ton comédien et tourner avec et tout, déjà prenez une coach. Et faites-le... ne négligez pas ça. Et si votre prod si vous voyez que votre prod le néglige, rappelez-leur que c'est la priorité, quoi. C'est hyper facile de mettre des enfants dans les histoires parce que ça offre une palette, ça offre une palette d'émotions énorme. Et en fait, finalement, ils sont considérés comme des émotions, en fait, que tu prends et que tu mets n'importe où, sauf qu'il y a un humain derrière et que ça se passe pas tout le temps comme quand t'as écrit ce que t'avais en tête. Comment ça se passe si tu disais, concrètement, si un réal veut faire une scène et que toi tu vois que l'enfant est pas capable pour différentes raisons et que lui veut vraiment, est-ce que
est-ce que c'est possible d'annuler la scène ou je sais pas, est-ce que tu essayes toi-même de faire un travail, même en dehors de tes heures de travail concrètes avec l'enfant, genre quand tu rentres chez toi ou dans l'hôtel Il n'y en a pas d'horaire, Oui, voilà. parce que souvent on est avec les enfants tout Mais le genre temps. la nuit, tu réfléchis à comment changer la scène pour que ça passe pour lui et que Ouais. le réel soit content parce que monsieur veut absolument faire la scène et tout. Comment toi tu fais dans ta tête? C'est sûr que je vais réfléchir à comment faire coïncider les besoins de l'enfant et ceux du réel, on va dire mais de là, enfin bref. Peu importe la situation. Maintenant, en fonction de la scène, ça va dépendre complètement. Par exemple, ça va dépendre aussi du blocage de l'enfant. Si je le sens en amont, je vais réfléchir à quels outils je peux amener pour régler ça. Par exemple, il y avait un tournage où un réal qui était adorable, un enfant qui était adorable. Enfin, voilà, tout était mignon, mais malheureusement, on n'avait pas assez de temps et de moyens pour que ça se passe de manière fluide. Et le tournage était très dur enfin, les scènes étaient super dures à jouer. Et en gros, l'enfant et le réal étaient partis sur un mauvais lien, pas parce qu'ils s'aimaient pas, mais parce qu'ils étaient justement un peu coincés. Le réal s'était coincé, en fait, il était habitué à bosser avec des ados. Et il s'était coincé dans une posture justement de grand frère un peu. Et de trucs un peu où ils se cherchaient, où ils se frappaient un peu, où ils étaient un peu dans la castagne et tout. Et moi, j'avais pas pu empêcher ça parce que ça s'est fait en prépa et j'étais pas payée en prépa, donc maintenant je ne viens plus quand je suis pas payée. Et en fait, ça avait tellement gros... Enfin, évidemment, le réal en tournage, il n'a pas pu maintenir cette posture avec l'enfant parce qu'il devait diriger toute son équipe et tout, donc en fait, il ne pouvait pas jouer à la castagne avec le petit. Il a senti ça comme une trahison, évidemment, l'enfant qui avait 9 ans. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le réal ne pouvait plus lui parler plus de 30 secondes sans que l'enfant aille le chercher et même le frappe. Okay. Et ça devenait franchement problématique. Et on avait une scène, donc tous les soirs on faisait des réunions, et il y avait d'autres soucis, mais on devait tourner une scène où l'enfant devait pleurer. Et c'était un enfant qui était quand même assez farouche et tout. C'était pas évident d'accéder à ses émotions déjà. Et là, moi, je le sentais venir à 10 000, que vu la posture et le lien dans lequel il était avec le réal, jamais il allait laisser tomber ses barrières et se montrer assez vulnérable pour pleurer dans la scène. Donc, j'ai parlé au réal en lui disant, écoute, il faut absolument que tu aies ce soir une discussion avec lui et que tu essayes de faire descendre la sauce, quoi, que de dire que ça te fait de la peine, que vous soyez coincés dans cette relation et que tu lui expliques pourquoi c'est plus le cas, pourquoi vous pouvez plus être complices comme avant et tout. Donc j'ai essayé en sentant ça va pas passer et tout, donc j'ai essayé de lui donner des solutions. Ils ont parlé, malheureusement ça a aidé mais ça a pas suffi. Et donc ce qu'on a fait sur place, c'est que c'est moi qui ai dirigé l'enfant avec une oreillette dans laquelle j'avais Olivier, le réal, pardon. Ouais. Mais je l'aime trop, enfin bref. Et du coup, c'est moi qui recevais les instructions de direction et qui dirigeais le petit à travers cette oreillette-là. Et on y est arrivé. Donc ça, c'est le cas où on peut un peu l'anticiper et où on trouve des solutions avant. Et le cas compliqué, c'est quand... Il y en a 1000, mais quand on n'a pas anticipé le... Maintenant, je suis assez fière parce que franchement, j'arrive à déterminer quand un enfant va craquer ou quand ça va partir en live à 2 heures près, genre. Même la veille, je suis capable de dire aujourd'hui, attention, machin. Enfin, j'arrive à repérer un peu les signes. Mais ça arrive que moi, je me fasse surprendre. Et notamment, c'est quand le déclencheur vient de quelqu'un d'autre de l'équipe. C'est hyper rageant. Des gens qui l'ouvrent alors qu'ils ne devraient pas. Et donc là, il y a... On lui a demandé. Non, mais c'est ce truc-là. En fait, tout le monde pense qu'il peut parler à l'enfant parce que soit ils ont des enfants eux-mêmes, soit parce que l'enfant est un objet. Donc finalement, tout le monde peut le toucher, tout le monde peut lui parler. Et juste, quelqu'un qui va lui parler pour lui dire la mauvaise chose au mauvais moment, et ça peut causer. Et là, ça a causé le gamin qui, juste avant de tourner, qui craque, quoi, qui pleure sur le plateau. Et du coup, là, je fais sortir tout le monde et j'arrête. Et je dis, OK. J'analyse le besoin de l'enfant. Est-ce qu'il faut vraiment couper et finir la journée? Est-ce qu'une sieste, ça peut aller? Est-ce que machin?
et où est-ce qu'il a besoin de parler et tout. Et du coup, là, dans le cas auquel je pense, une sieste de 2 heures, ça l'a remis un peu sur pied, et de parler un peu. Et donc, j'impose, en fait. Il n'y a pas le choix. Ouais, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de film sinon, genre. Ouais. Mais pas de- en fait, tu as une responsabilité colossale, hein, parce que il y a des tournages où vraiment... souvent, les tournages où les enfants ont des rôles ChatGPT, genre, vraiment annexes, quoi, ou alors basiques. Là, je vais plus avoir un taf, pas de babysitter, mais en tout cas, c'est assez en marge et tout. Et du coup, c'est intéressant pour d'autres choses, mais tu as moins le sentiment que le tournage te repose dessus. Parfois, souvent sur du court, où là, les enfants ont des maxi rôles et où c'est des trucs durs à jouer et tout ça. Et là, notamment sur le film dont je parlais avant, j'avais un rôle énorme. Enfin, vraiment, je me levais le matin et je savais que la journée dépendait de ma perf avec les enfants, quoi. Et ça, c'est aussi quand t'as pas assez de temps. Parce que tu te dis, en fait, s'il y en a un qui craque au mauvais moment et qui dit c'est mort, je veux plus, on n'a pas du tout la journée en spare pour tourner ce qui nous manque, quoi. Et donc là, ça c'est ce que j'appelais les tournages dangereux, périlleux, un peu sur le fil, où t'es pas sûr chaque matin de rentrer la journée et où il y a vraiment un enjeu à chaque moment avec quand est-ce qu'ils ont une pause. Qu'est-ce que un tel vient leur dire que je suis pas au courant ou quoi. Enfin, tout joue sur leurs émotions et sur leur capacité à donner ce qu'on veut. Et notamment vraiment la surstimulation. Et en fait, c'est souvent un problème des gens qui... Je comprends qu'on veuille nouer un lien avec un enfant. Enfin, c'est trop mignon, machin, ça donne... Enfin, bref. Mais en fait, souvent, c'est un problème énorme parce que à la pause déj, tout le monde leur parle, tout le monde veut ah viens on va faire un food machin et tout, et en fait moi je les récupère, ils sont lessivés et personne va aller filmer des trucs avec la caméra du chef-op pendant la pause déj en déchargeant la batterie, genre. Enfin, Mais en fait, le truc, c'est que si le tournage il repose genre, énormément sur toi parce que t'as pas de temps, genre, chaque matin, t'es stressé, entre guillemets. Donc, forcément, les enfants aussi, si t'es stressé, genre, ils le ressentent direct et tu peux faire des trucs. non, parce que pas bien. je le cache. Ouais. T'arrives à le cacher? Oui. Il n'y a pas un moment où ça s'est vu, ça s'est... T'as craqué toi aussi. Ouais. si grave, mais pas devant les enfants par contre. Déjà les enfants en fait, je dis non qu'ils le ressentent pas, en fait bien sûr que si les enfants ils ressentent tout, de toute façon ils comprennent bien plus de choses qu'on pense qu'ils comprennent. Mais par contre, je suis vraiment avec eux tout le temps et on parle et on rigole et on a aussi tout un tas de jeux, on a un arsenal de trucs pour les maintenir quand même dans une activité et pour éviter aussi que eux s'engueulent entre eux. Parce que je parlais de l'exemple des 2 enfants qui s'engueulent et que tu dois faire jouer. En fait, pour moi, être coach, c'est pas être stressé, c'est anticiper tout. Et ça, c'est épuisant. Mais ça va être savoir déjà bien connaître ce qui, par exemple, les limites de chaque enfant. Quand t'as un duo, lui, il faut pas lui dire nique ta mère. Et lui, il faut pas parler de son chien. Genre, je sais pas, mais tu vois, des limites. Et juste de faire en sorte qu'elle soit jamais enfreinte et qu'il y ait toujours déjouer les endroits où ils pourraient se friter eux. Et ouais, il y a vraiment un truc de... T'es autour, t'es pas, tu les enserres pas, t'es là, et tu fais en sorte que, oula, non, fais pas ça, et qu'ils soient protégés de l'extérieur, de faire une espèce de bulle pour que dans cette bulle, ils aient l'espace de jouer et de faire les scènes, quoi. Okay. Et du coup, ne pas transmettre ton stress, ça fait partie de ce que tu gardes en dehors de la bulle, mais de toute façon, ils sentent tout le stress de l'équipe. Oui. Parce que je peux... un tournage. Voilà. Donc, tout le monde qui court partout. Et c'est pour ça que la plupart du temps, c'est chouette d'avoir une loge, c'est bien d'être isolé. Et on dirait que là, je les maintiens dans une cage, mais pas du tout. Mais il y a un truc où vraiment, il faut arriver à ce que... En fait, pour être disponible pour l'expérience sociale et artistique du groupe, qui est le tournage, il faut que dans les temps off, ils puissent s'en retirer, quoi. Et tu disais quelque chose, tout à l'heure, ça m'a intéressé. Tu disais, je sais pas si je crois pas que tu as employé ce mot-là, mais genre l'emprise que peut avoir un réal sur un enfant. Genre déjà, un réal sur un acteur adulte, genre il peut avoir une emprise de vous, ou un acteur ou un
un ingé son ou Ouais. peu importe, genre un adulte sur un autre adulte, ça peut avoir une emprise déjà sur le rôle entre guillemets qu'ils ont. Donc en plus si c'est un enfant, ça doit être hyper dur à gérer en vrai. Ouais, mais ce qui est pas... Donc ça arrive, hein, mais ce qui est pas mal, c'est que il y a aussi pas mal d'enfants qui s'en foutent beaucoup plus que les adultes et sur qui l'emprise ne marche pas. Donc souvent, c'est assez rare quand même que ça... En fait, ça prend pas du tout les mêmes formes que pour un adulte. C'est-à-dire que quand je parlais de domination adulte, en fait, elle est tellement partout dans la société de base que du coup, l'emprise, elle prend aussi cette forme-là. Et donc, elle est généralisée. Donc dans tous les cas, l'enfant, ils sont rares les enfants qui vont dire non ou qui vont négocier ou qui vont confronter un adulte déjà quand c'est pas leur famille ou quoi. Et du coup là, en plus dans le cadre d'un truc où on te donne ta chance, je sais pas quoi, machin, c'est rare qu'un enfant de toute façon confronte. Maintenant, il y a quand même des cas où ça glisse sur les enfants complètement parce que ils se rendent pas compte, ils en ont rien à faire des paillettes, du cinéma, de machin. Pour qui ça prend le dessus de demander 7 fois de suite de faire la même chose. Il y a un moment, flemme. Relou. Voilà. Et du coup, et moi j'aime bien ces enfants-là parce que tu sens que c'est leur nature aussi qui revient et tu te dis, ok, il y a rien qu'on est en train de travestir ou de forcer chez eux et ces enfants restent eux-mêmes et tant mieux et c'est pour ça souvent qu'ils sont bons. Et un enfant robot qui va toujours dire oui et machin, ça fait peur aussi parfois. Tu demandes ce qu'il a entendu pour qu'il soit conditionné à faire ça, quoi. Ouais. Après, t'en as qui font ça aussi parce qu'ils adorent et tout, mais il y en a peu que... En fait, si l'enfant que vous avez en face de vous, vous ne l'avez jamais vu vous dire non sur un truc, refuser quelque chose, et ben dans ce cas-là, même le oui, il n'a pas tant de valeur que ça, puisque ça se trouve, c'est un enfant qui, de toute façon, n'ose pas vous dire non et dira toujours oui. Et quand tu l'as vu arriver à te dire non, ça veut dire qu'il en est capable et qu'il n'est pas dans ce truc d'emprise. Et donc, le oui a vraiment de la valeur et là, il donne vraiment son consentement. Donc ça une boussole qui m'aide bien. Et après, quand je pense à Marius, qui joue César dans mon film, j'ai adoré avec lui, c'est de sentir qu'il y avait zéro moyen pour qu'il y ait une emprise. Et parce que c'est un enfant qui était dans ma colo. Et au moment, moi, de passer le step de dire je suis ta directrice de colo et je viens de te demander d'être premier rôle de mon film, j'étais en mode, moi, franchement, si on m'avait fait ça, si j'avais vécu ça à son âge, j'aurais pété un watt, je me serais plus sentie pisser, j'aurais craqué mon crâne. La star, quoi. Mais vraiment, j'étais là, mon directeur de colo, bref, enfer. Et je me suis autorisée à le faire déjà parce que j'étais certaine que c'était lui et que c'était une proposition ferme, qu'il y allait même pas, je me donnais pas le droit de dire en fait non. Et en plus parce que je sentais que justement c'était un enfant pour diverses raisons et malheureusement assez triste qui n'attendait plus rien des adultes, je pense, et qui avait perdu confiance en eux à une grande échelle et du coup qui se faisait lui-même et qui était dans un truc de quand même à s'écouter assez fort et très farouche aussi, mais du coup très proche de, je pense, qui n'hésiterait pas à dire non. Et c'est ça qui m'a rendu sûre de ce choix. Et là où, j'aurais pas du tout pris un enfant qui correspondait physiquement, mais que je sentais que avide de ça, tu vois, et avide d'une validation des adultes et machin. Et ça m'a plu chez Marius, qui est pas du tout ça. T'as parlé, toi, de l'équilibre entre l'amusement et le sérieux sur le plateau avec les enfants. Comment, toi, t'arrives à équilibrer ça personnellement ? Parce qu'on sent que tu fais ça aussi, vu que tu viens de la colo et tout, donc il y a un truc, ça te fait plaisir. Et je pense que assister un enfant sur un plateau, il y a un petit truc excitant c'est bonne ambiance sur le fond, sur la forme, mais dans le fond, il faut que ça reste sérieux quand même. Comment t'arrives à trouver cet équilibre? Pour moi, c'est quelque chose que je gère en fonction de ma posture. Et c'est un truc dont on parle vachement en BAFA et tout ça, de ta posture par rapport aux enfants et tout ça. Mais je trouvais que c'était... moi, ça me paraissait assez abstrait. Et du coup, pour former des animes, j'ai créé un jeu... le jeu des postures où en fait chaque posture est un animal et bref, et où du coup parce que c'est souvent
des choses qu'on va définir par le biais du genre, genre la maman, le grand frère, la grande sœur, et ça me gênait que du coup d'en revenir toujours à ça et à la maman qui est maternelle et qui est trop mignonne machin, le grand frère qui fait que des blagues et tout, bref. Donc j'ai défini en gros 6 postures qui sont les plus fréquentes que je voyais dans l'animation, en allant de la plus laxiste à la plus autoritaire en gros. Et ça m'a vachement aidée dans l'écolo, mais du coup, ça m'aide aussi vraiment, enfin, ça fait vraiment partie de moi, de mon rapport aux enfants, en ayant en tête l'idée que pour avoir une posture rassurante et entière et parfaite avec l'enfant, en fait, il faut passer par les 6. Enfin, il faut pas être enfermé dans une, il faut en changer en fonction des situations, et il faut vraiment qu'il y ait un panel et que l'enfant puisse voir tous ces visages-là, un intérêt et même une nécessité que l'enfant voit assez vite que je suis capable d'être dans plusieurs registres, que je suis capable à la fois de faire des jeux et d'être trop sympa et machin, à la fois d'être douce et d'expliquer, et de vérifier que tout va bien et quelles sont ses craintes et machin, à la fois de dire ok, maintenant on s'arrête, on travaille, c'est le moment de répéter ou c'est le moment de tourner, donc vous me suivez ou quoi, et à la fois de carrément même qui est la posture de l'émeu que j'aime trop, qui est genre vraiment celui qui fait un peu nimp et qui dérape, mais tant qu'elle n'est pas unique et qu'elle n'est pas constante, ça peut juste être drôle aussi d'aller vraiment dans un extrême, de voir jusqu'où t'es sérieux et du coup de répondre, de contrer ça à un moment. Le fait de naviguer entre ces postures-là, moi, ça m'aide beaucoup à maintenir cet équilibre entre sérieux et amusement. Et après, concrètement, en fait, j'ai plein de jeux aussi. J'ai une bijoute, en fait, de coach. Et ça permet déjà de me reposer moi, parce que tout ne repose plus sur moi et que je peux avoir des outils. Et en plus, de passer des moments avec les enfants qui sont chouettes. Et je pense qu'il faut aimer foncièrement, il faut avoir une patience folle. Parce que ça veut dire que le soir, quand tu vois les autres técos qui sont ensemble, qui boivent des coups ou machin, ou truc, toi, en tout cas, il y a des moments où en fait les enfants viennent te chercher, où tu dois être avec les enfants parce que tu sens que là ils ont besoin de toi ou quoi, ou que c'est bien que tu y sois. Et du coup, ça fait renoncer en vrai à aussi plein de choses de la vie de tournage d'adulte, quoi. Moi, je crois que c'est rarement quelque chose qui me manque, donc ça va. Mais je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Et j'ai vu des coachs être saoulés de ça et du coup avoir des manquements en fait dans leur présence parce que t'as trop envie d'aller parler des potins avec un tel ou t'as trop machin, quoi. Et puis aussi pour les adultes, ça peut mettre une distance avec toi. Oui. T'es la babysitter. Tout le temps. Oui, c'est vraiment pas une place qui est facile. Et même aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé la méthode parfaite. Faut accepter que tu vis pas ton meilleur tournage en termes de rencontres et machin, à moins, ça dépend des équipes, mais après ce qui est pas mal, c'est que les gens maintenant estiment mon taf et le voient, et du coup ça crée une proximité où ils me posent des questions sur comment je travaille, etc. Et donc je peux quand même nouer du lien, mais c'est clair que tu pars pas du tout du même stade. Et puis après, moi, j'ai une tête d'enfant. Je fais... En plus, c'est pas facile, quoi. Enfin, je veux dire, je me range aussi vite dans cette case-là. Et par aussi timidité, machin, en fait, tu te dis, bon, je vais être avec l'enfant, je vais faire mon taf, et voilà. Et moi, je vais beaucoup m'adapter, du coup, à l'enfant en soi. Okay. Et je sais que ceux avec qui j'ai le plus de mal à bosser, c'est des enfants que je vais sentir extrêmement privilégiés, un peu enfant roi, etc., qui ont trop envie de faire ça, et qui sont dans un truc un peu, justement, qui vont tout le temps dire oui et qui vont machin. Ça, c'est des profils avec qui je trouve ça plus compliqué. Et surtout, des profils avec qui je me marre pas beaucoup, quoi. Parce que franchement, il y a un truc qui est trop important, c'est que moi, je me marre avec les enfants, parce que quitte à passer l'entièreté de mon tournage avec, j'ai trop envie qu'on se tape des barres et tout, quoi. Et du coup, parfois, c'est moins évident, mais franchement, ça m'arrive assez rarement. J'ai l'impression que j'arrive quand même à m'adapter à chaque enfant assez bien et à trouver le... Mais il y a un truc qui est un peu qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, tous les tournages, il y a des vagues un peu de... Tu vas avoir une courbe de l'attitude de l'enfant. Et notamment, au début, ça commence toujours par l'enfant un peu timide, l'enfant surex, c'est trop bien, il t'adore, t'es trop sa meilleure pote et tout. À un moment,
milieu de tournage. Il est saoulé. Il est saoulé, il te fait la gueule et il va chercher d'autres postures ou d'autres gens qui lui vont mieux. Et là, ce creux-là, il est délicat. Il faut quand même savoir le passer sans toi douter de toi et machin. Et aussi en disant à l'équipe, et maintenant je préviens l'équipe parfois, enfin souvent, je leur dis attention, il va y avoir ce moment-là, je sens que ça va arriver. Il ou elle va venir vous voir pour trouver une nouvelle Vos copains. proximité avec quelqu'un. Soyez là, et là j'ai vraiment besoin que les gens soient sympas, mais quand même fermes et tout. Parce que si là quelqu'un prend ma place entre guillemets ou ouvre un peu les bras, c'est chiant, enfin c'est compliqué pour moi quoi. Et surtout ça donne du coup mon travail à la personne. Ouais. Donc, voilà. Qui a déjà un travail à côté. C'est ça. Et du coup et après normalement ça revient machin tu vois, mais du coup il y a toujours un peu cette courbe là et t'as des enfants avec qui elle est plus ou moins forte et machin, mais je crois que j'ai quand même un truc, un lien vraiment simple aux enfants et du coup ça se fait assez naturellement d'habitude. Et même, parce qu'on n'a même pas parlé des parents, mais Les parents. même avec les parents, généralement il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, à part quand ils voient que je m'entends trop bien avec les gosses et qu'ils sont jaloux. Ah ouais, ça arrive ça. Ouais, ça m'arrive. Ouais, c'est sûr. Ah oui, À part ça, et à part les parents qui veulent vraiment que leur enfant perce, ils sont en mode. les farceurs et tout. Non mais il va le Ouais. faire, il va le faire. Et c'est souvent stigmatisé quand même. Enfin, il y en a des starbes, hein, j'en ai vu, enfin ça existe. Mais faut faire attention quand même aussi à pas trop stigmatiser les parents d'enfants qui passent tout le temps pour justement des artistes ratés qui veulent vivre leur rêve à travers leurs gamins et tout. Enfin, il y en a pour qui c'est vrai, mais en fait, il y a tout un spectre et t'en as des super aussi. Et en fait, ce que je dis aussi, c'est que il y a un mépris, je trouve, des gens qui bossent, des techniciens ou des gens qui bossent dans le cinéma. Il y a un mépris pour ces parents-là. Et avec un truc de, mais putain, ils mettent leurs enfants dans les agences, ils prennent des photos, ils candidatent à leur place et tout, ils sont starbes et tout ça. En fait, on a besoin de ces enfants-là pour tourner nos films, donc il y a un truc de mépris alors que on est bien content qu'ils le fassent. Ça va avec le fait de tu demandes à n'importe quel technicien dans le milieu s'il ferait tourner ses gamins, il te dit non, jamais de la vie. Ouais. Donc là, il y a un souci quand même déjà. On se dit ah bon, mais pourquoi et du coup... Voilà. Attention, évidemment, c'est important quand tu castes un enfant de t'assurer que le lien avec les parents va pouvoir se faire correctement et que l'enfant surtout a envie et qu'il n'est pas dans de l'emprise justement ou qu'on le force au niveau des parents. Mais moi, je trouve que ce qui doit être fait aussi, c'est moins mépriser les parents et que les prods se mettent en tête que en fait, leur taf de prod, c'est aussi d'intégrer les parents à l'équipe du film et d'arrêter de les négliger. Parce qu'en fait, le parent, il décide à tout moment que l'enfant, c'est fini, il se casse avec, il n'y a plus de film. Donc, c'est lunaire de voir comme on part du principe qu'ils sont là et que c'est des sous-personnes et que machin, et qu'on peut bitcher dans leur dos, et voilà. Alors qu'ils ont un poids énorme sur ce qu'on est en train de faire, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment important de les inclure. Malo, t'as une petite chronique? Est-ce que t'as des souvenirs de maternelle? Oh. Mais vous voyez ce que c'est les liminal spaces là, vous voyez pas les Non. photos qui ont un effet les photos liminal, je sais pas comment on dit en français, liminal spaces. Ouais, je crois que je vois. Où c'est des photos trop bizarres de lieux et en fait ça te fait une espèce de nostalgie. Genre t'es jamais allé mais t'as l'impression que t'es allé. Sur Instagram, il y a ça Ouais. avec des musiques. Ouais, voilà. Ah, ok. Et ça me fait. Il y a les photos d'école maternelle en mode comme ça, c'est un délire. T'as l'impression que t'as été. Ouais, dans toutes les écoles. Ouais. Les écoles du monde. Moi, je pense les bacs de riz dans lesquels on pouvait mettre ses mains là. Oui. Tout le monde mettait sa main, il devait y avoir Ah full ouais. microbes là-dedans. Ah. Putain, je me C'était souviens trop de ça. agréable, ça sentait grave bon. Oh, je me souviens de ça. Putain. Oh, ça t'a fait un petit choc Ah, mais mental. vraiment, là. je suis choqué là. Choc mental. Je suis choqué. Et ensuite, c'est quoi la dernière chose que t'as acheté? Un couteau pour ma meuf, pour son anniv. Un couteau de chef qui coupe hyper bien. Ah Et parce qu'elle aime trop cuisiner. Et le mec, il m'a dit si je peux me permettre, vous l'offrez à qui et tout. Je dis à mon amoureuse. D'accord, donc c'est très important qu'elle vous donne une pièce quand vous. Oui. Ah, oui, le couteau. Vraiment. Voilà, c'est Oui, oui. hyper important. Parce que Oui. il avait l'air très concerné par la Mais question. vraiment. Il vous donne une pièce. Et du coup, je dis ok, c'est une superstition et tout. Il dit oui, mais voilà, il avait la même attitude que Non mais toi, oui. genre, Non, mais parce que moi je suis cuisinier et
Et genre, j'ai trop ça, les petites coutumes et tout en cuisine. Ouais. Vous voulez une C'est anecdote? trop important. C'est important. quoi ça? C'est quoi Attends, et il m'a dit, parce que sinon ça tranche la relation. Et j'étais en mode, ok. Ok. Bah, anecdote, il est cuisinier, je lui ai offert un couteau pour son anniversaire. Il m'a pas donné une seule pièce. Il m'a Mais rien j'en ai- donné. j'ai pas d'espèce, j'ai pas de pièce. Et il vient de dire pourquoi pas qu'il de était pièce très attaché à ça. Mais j'ai Pourquoi pas de te donner une pièce. pièce? Il ça veut vient juste d'où, trancher ça notre relation. Non, là on va parler du sérieux avec César. les enfants, Ouais, ouais. bon. Les enfants, c'est pas c'est César. ça. Et puis voilà. Non, mais là on est dans l'actu chaude là maintenant. On Oui. passe au moment. Actu chaud. Actu chaude. Flash info. L'actu bouillante. Non, t'es au César. C'est fou. C'est une folie. T'as fait quoi? Alors c'est hyper dur de pas avoir l'air. Je suis hyper contente et tout, mais comme il y a beaucoup aussi d'anxiété et J'imagine. que voilà, je peux avoir l'air un peu blasée, alors que évidemment c'est pas le cas et je suis trop contente. Mais je suis dans le même état que vous, c'est une folie, je comprends. Enfin, Tu t'y attendais? non. Ouais. Mais alors, mais non. Enfin, et ce qu'il faut se dire, c'est que on a eu un montage hyper long. On a monté on a une post-prod qui a duré 9 mois quand même du ok. film. Parce qu'on n'arrivait pas à le trouver, parce que c'était pour plein de raisons et tout. Et ensuite, on a fait 1 an d'envoi. Il a été pris nulle part. Clermont, Angers, Berlin, Cannes, Venise, Toronto. Enfin, gros. Pris nulle part. Et du coup, moi, pendant 1 an, l'année où j'attendais qu'il y ait un peu de promo, s'il y en avait, quoi, j'étais en mode, bon, bah, en fait, ce sera une mini-sortie et voilà, enfin, c'est cool, je suis contente du film et tout, mais il n'aura pas une carrière trop grande en festival, quoi. Et 1 an après, même un peu plus d'1 an, on gagne le prix Unifrance et à partir de là, Il est relancé partout. c'est trop bizarre de faire une promo aussi intense 1 an et demi après l'avoir fini et qui n'a pas arrêté de monter en grade, enfin je sais pas comment on dit, même si je trouve que il n'y a aucune sélection qui surpasse une autre ou quoi, mais bon, en termes de visibilité, évidemment les Césars c'est fat quoi. Et franchement à chaque fois on s'attendait à rien et je pense que... Et je suis contente de ça, pour le coup. Je suis contente de recevoir tout avec une espèce de... J'espère avec un peu de pureté et de sincérité. Ouais, il faut préciser qu'on est le 24 février, donc 4 jours avant les Césars. Là, c'est vendredi. Et t'as ta tenue et tout. C'est en cours, mais c'est pas fait. Hier, j'ai écrit une V1 de discours. Là, ça y est, je sens que même l'inconscient, là, il me fait tous les scénarios sur scène la nuit. possibles et tout. Ouais, voilà. Même mon daron, il rêve de ça. Il était trop mignon, il m'a dit... Ouais, j'ai rêvé que tu faisais ton discours et c'était vachement bien et tout. Et du coup, au moment de commencer à écrire mon discours, j'étais en mode... Dans le doute, papa, tu peux m'envoyer ce que... Mon discours de disais, temps, là. genre. Il m'a envoyé, Les grandes c'était lignes. Trop chaud. Ah, il t'a écrit le discours qu'il a. Ouais, c'était un peu confus parce que c'était depuis un rêve, mais Ouais. il a donné quelques trucs et en vrai, c'était trop bien. Lundi dernier ou lundi d'avant, c'était le dîner des nommés. Ouais. Et le matin, je me réveille et avec ma copine, on a trop mal au ventre et tout. Intoxication alimentaire. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Et dans la journée, je devais aller chercher mes fringues chez une marque qui me prêtait des fringues. Et sauf que juste le matin, on se dit, bon, bah là, le matin, on est en PLS. Enfin, vraiment, on était trop malades et tout. Et du coup, on se dit, bon, on fera ça cet après-midi. L'après-midi, c'est pas mieux, mais sauf que bah, l'heure arrive et qu'on Oui. on Obligé. est quand même obligé. On peut pas du tout prendre les transports parce qu'on a trop la gerbe. Et du coup, ma meuf dit, bon, je t'emmène en scooter et tout ça. Donc, elle m'emmène en scooter au magasin. C'est les pires essayages de ma vie. J'ai juste envie de vomir dans le truc. Enfin, c'est horrible. Elle me prête elle donne 3 tenues. Donc, c'est cool, je rentre. Et là, ma copine s'écroule de fatigue et tout. Et vraiment, elle en peut plus. Moi, j'ai en mode, bon, il faut que j'y aille, c'est trop important, machin. Je m'habille, je descends, je suis prête. Et là, je commande un Uber et il vient pas. Alors qu'on m'attendait, c'était marqué 18h30 pétante, tu vois. Et je vois le temps qui passe et tout, j'ai trop peur. Du coup, j'envoie un vocal à moitié en pleurs à ma meuf. Mon Uber, il arrive pas, je vais arriver en retard. J'avais trop peur d'arriver alors que c'était déjà énorme pour moi de venir et juste de me faire déboîter par l'Académie des Césars, je sais pas qui, mais tu sais, genre, qu'elle m'attende comme ça, en mode alors comme ça on est en retard, on en a rien à foutre. Bref, du coup, j'avais trop peur, du coup, là. Ma meuf, elle me dit, ok, je t'emmène, machin. Elle me réemmène en scooter. Il pleut, Enfin, c'est Oh, l'horreur. le courage. Et en fait, à un moment, on arrive et tout, sur les champs et tout, et je sens que le scooter, Enfin, je sens qu'elle me répond plus trop et que... Oula. voilà, elle dérive un peu et tout.
Et là, je dis, tu t'arrêtes. Donc, on se rabat. Et là, elle descend du scooter, elle s'écroule par terre. Dans l'eau, quoi. Et sauf que moi, Dans une flaque énorme. Ouais, et moi, je tiens le scooter, sauf que c'est hyper lourd. Et j'ai zéro le permis, j'ai zéro maîtrise de véhicule. Du coup, je savais même pas comment mettre la béquille ou quoi. Donc, je tenais le scooter. Et du coup, je pouvais pas le lâcher. Donc, je pouvais même pas aller la recueillir. La recueillir. Du coup, je suis comme ça, je suis en ça va. T'as un mec qui s'arrête, il dit, vous voulez que j'appelle les pompiers? Je dis oui. Et là, elle se relève, elle dit non, on n'appelle pas les pompiers. Du coup, il lui donne une pomme, on garde le scooter. Tenez une pomme. Et sortent la poche. Tenez. J'ai une pomme si vous voulez. Parce qu'en fait, c'était de l'hypoglycémie, elle avait juste rien gras. Et du coup, elle était. Voilà. On garde le scooter, on prend un taxi, on lui dit ramenez à les portes d'Orléans, donc là où j'habite, mais passez par le Fouquet's avant. Le scooter est en mode quoi? Et là, et du coup, il me dépose et je suis sortie et je suis arrivée du coup 40 minutes de retard au Fouquet's. Et en fait, c'était zéro grave parce que les gens arrivent jusqu'à 21h, tout le monde s'en fout, juste pour te mettre la pression. Je suis arrivée, j'étais dans un état, avec les cheveux avec le casque de scooter. J'étais complètement sonnée, j'étais en mode ok, c'est là. Je retrouve mon prod, il me donne mon certificat de nomination et tout, là machin. Photocall énorme. J'étais comme ça. Et après, t'as tout le parcours presse et tout qui est intense. Et en fait, c'était pas mal parce que j'étais tellement focus sur le fait de pas vomir sur les gens et tout ça que du coup, j'en avais rien à péter. Un peu comme le truc avec les enfants de qui a. Même il y avait l'académique pour son Insta qui demande avec qui aimeriez-vous dîner, à côté de qui aimeriez-vous dîner ce soir, présent ou absent et tout. J'ai craqué mon slip, j'ai dit avec Céline Sema et Adèle Haenel pour parler de ce qu'on fait pour les femmes et les enfants et tout dans le cinéma. Et genre ils étaient en mode ok. Bonne ambiance. Et après je suis arrivée à la table, j'ai vu le menu qui était œuf miroir à la truffe, mousseline de Saint-Jacques, tout. J'ai fait oh non, non. ça passera jamais. Donc j'ai dit bonjour à tout le monde et je me suis taillée avant de manger quoi que ce soit. Et je suis rentrée chez moi, j'ai mangé des pâtes au pesto et c'était super. Et j'étais trop fière d'avoir passé cette étape et d'avoir survécu à cette journée. Et en fait, ça m'a quand même, je crois que j'en garde depuis le truc du recul un peu. Et j'espère que du coup la cérémonie, j'espère pas du tout à Gerbe à la cérémonie, mais en tout cas j'espère que ça va me rester un peu ce truc de c'est que des humains et machin. Par rapport au film, pourquoi le choix de l'escrime pour illustrer un peu le film? Parce que je savais que j'avais envie du sport pour avoir notamment les vestiaires. Parce que j'ai réalisé que c'est le seul endroit quand t'es enfant où tu te retrouves en non-mixité de manière récurrente et sans adultes. Et ça, cet espace, du coup, ces conditions d'espace m'intéressaient. Et après, je voulais pas aller vers un sport trop vu, le foot ou la natation. Enfin, j'avais envie d'un truc un peu moins vu. Et l'escrime, j'en ai jamais fait. Enfin, j'ai pas d'histoire particulière par rapport à ce sport, mais j'avais l'intuition quand même artistiquement que ça racontait quelque chose et que ça me plaisait, que j'avais envie de filmer de l'escrime. Et du coup, j'ai suivi des gamins, un cours d'enfants qui faisaient de l'escrime pendant 1 an et demi. Et en fait, à chaque fois que je les voyais tirer, de les observer, à chaque fois que je découvrais un peu plus le sport, j'étais là, mais bien sûr que tout correspond aux métaphores du film, au sujet du film. Enfin, t'as ce truc d'androgynie un peu avec la tenue, t'as le masque, c'est un sport militaire, mais à la fois c'est hyper gracieux et élégant, ça ressemble à de la danse. Enfin, j'aimais beaucoup le fait que ce soit très très codé et très poli et que du coup ça tranche franchement avec des vestiaires qui partent en live. Enfin, il y avait tout ça qui me plaisait vachement et c'est vrai que même quand tu vois par exemple les scènes dans les vestiaires et les scènes où ils exécutent, c'est pas du tout la même chose. C'est deux mondes différents. Et j'ai jamais été déçue de ce sport-là. Les gens qui le pratiquent que j'ai rencontré étaient adorables. Et puis ouais, il y avait le truc esthétique aussi. C'est beau, quoi. C'est beau à l'image, c'est beau au son. Mais je suis très contente d'avoir choisi ce sport-là. Et je trouve que c'est des...
je sais pas, j'aime bien dans un film quand tu dis ah ça je le vois pas souvent et en fait ça Ouais. caractérise de fou un personnage quoi. Mm. J'ai l'impression que ça fait ça un peu pour César. C'est vrai que ça l'unifie, il devient unique Ouais, parce c'est que ça. c'est vrai qu'on voit tellement peu l'escrime et ce sport que l'escrime c'est César quoi. Mm. Tu vois, dans l'inconscient et dans ce que Ouais, t'en c'est ce ça. que- dans ce que t'en retiens. Mm. Moi j'avais une question. Attends, non. Et Marius, il veut faire du cinéma lui? Il en a rien à foutre. Il veut pas continuer? Ça lui a pas te donner un petit. Marius, il habite à Saint-Malo déjà, donc on se croise pas souvent. Et c'est vraiment un enfant, comme je disais tout à l'heure, qui est assez farouche, qui va pas te donner trop de nouvelles si tu vas pas les chercher. Enfin, Ok. il vit sa vie, quoi. Et là, il est surtout au lycée. Je pense qu'il doit être en seconde. Ah, t'as pas trop de news. Non. Je lui ai envoyé là, parce que je suis allée à Dakar pour le film, et du coup, je lui ai envoyé un maillot de foot du Sénégal. Enfin bref, je lui ai fait des cadeaux pour Noël et tout ça, mais il m'a pas répondu encore. Et je crois que je force pas trop non plus. Enfin, il y a vraiment on a une relation qui est. On prend des nouvelles. C'est aussi les coachs aussi, elles prennent des nouvelles. Les coachs qui étaient sur mon film. Donc parfois, j'ai pas tout. Mais non, je crois que en gros, le dernier truc qu'il m'a dit à ce sujet, c'est si jamais on me propose un truc et que ça me plaît et que tu m'accompagnes, c'est ok. Mais lui, il ira jamais s'inscrire dans une agence ou à des Ok. Mais castings, du coup, à quoi. l'avenir, est-ce que tu penses le recaster? Moi, retourner avec Marius, Oui. pourquoi pas, mais a priori, c'est pas du. Enfin, a priori, mon prochain film que j'aimerais faire, ça se tourne au Québec, donc il faut des enfants qui aient l'accent. Mais franchement, pourquoi pas. Mais je crois aussi beaucoup au one-shot et au fait que ça peut être des expériences uniques, trop belles, et que... Enfin, il faudrait que ça se justifie vraiment de le refaire tourner, quoi. Ok. Et que lui, il en ait envie, et que ce soit et que le personnage appelle Marius à un âge du coup plus grand. Ouais, parce que là, tu disais en plus que pour ce rôle, tu voyais que lui. Bah, enfin, j'ai casté Oui. d'autres enfants avant, mais là, quand je l'ai vu, j'étais en mode bon bah c'est lui, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Et j'ai aimé cette espèce d'évidence. Évidemment, tu travailles pas tout le temps comme ça, et parfois c'est des choix entre plusieurs personnes, etc. Mais je sais pas. Je crois que je laisse. On verra. Ouais, je laisse les choses se faire, mais ça ne me déplaît absolument pas qu'il envisage ça comme c'était cool et voilà quoi. Ouais, un truc marrant. Mm. Ok. Pas plus mal. Mais il se rend compte que c'est les Césars et que Non. quand même ou non? Non. Quand il est venu à l'avant-première à Rennes, il s'est caché dans sa capuche tout le long du film et tout. Enfin, il était trop fier, et sur Insta, il est trop mignon. Il met des stories et tout en mode mon film est à Trucmuche, mon film est à ce festival, ça y est, mon film sort à la télé. Non. Trop mignon. Mais dans la représentation, enfin, tout ça, je pense qu'il se rend pas du tout compte. Là, il a gagné un prix d'interprétation en Californie. Et je lui ai envoyé, je lui ai imprimé, enfin j'ai mis le poster, je lui ai fait un poster de ça quoi avec le prix que je lui ai plastifié, que je lui ai envoyé avec le maillot du Sénégal. Et mais je sais pas du tout s'il capte. Enfin non, il capte pas. Et le nombre de gens qui me parlent de lui, on me parle toujours de lui quand on me parle du film et d'à quel point il est bien et tout. Non, il est pas. Enfin, mais je crois que c'est pas mal. Et Ah ouais. je pense que l'idée était de faire une incursion dans sa vie qui soit propre et belle et qui ait du sens et respectueuse de sa vie d'avant. Et du coup, je crois aussi que refermer la parenthèse et ne pas trop alimenter le... Ça sert à quoi en soi quand t'as ta vie au lycée, qu'on te rappelle tous les 2 jours ah t'es génial ou t'es super, ou que je lui envoie les commentaires qui lui rappellent à quel point il est bien. Enfin, je crois que ça peut aussi créer de la souffrance et un sentiment de pas être à l'endroit où il devrait être, alors Ouais. que bien sûr que l'endroit où il doit être c'est au lycée et passer son bac. Enfin, du coup, j'essaye de faire un peu confiance à mon instinct en espérant que je me gourre pas quoi. Donc, Ouais. surtout que s'il doute ou qu'il veut un petit Il boost peut d'ego, complètement il va m'appeler. sur. Voilà. Oui, voilà. Oui. Donc, Sur Halluciné. sur Voilà. Letterboxd, regarde les avis. ouais. Bah, c'est pas évident, hein. Putain, les commentaires sur son film sur Letterboxd. Ah ouais? Ah ouais? Moi, j'en ai beaucoup de très bons, mais j'en ai aussi des vraiment hardcore. Et, Je sais plus ce que j'ai mis, moi. et j'ai découvert ça parce que j'avais jamais eu cette espèce. Et même, tu vois, il est sur YouTube et tout. Enfin,
avec, je sais plus si c'est court-circuit ou... Enfin bref, mais des commentaires sur ton travail et tout. Enfin, vous devez connaître, mais moi, je ne le connaissais pas du tout. Et Des fois, c'est ça fait dur, bizarre c'est au début. bizarre, ouais. Ouais. Mais je crois que le premier qui m'a vraiment fait rire, c'est genre la mise en scène est chiante, en majuscule chiante. Genre, ça, ou alors, comment ça, c'est au César, vous êtes sûr, il n'y a pas mieux et tout. T'es en mode, En vrai, ça va, c'est pas. Enfin, c'est. Oui, il faut le prendre à la rigolade, Oui, oui, quoi. oui. C'est pas des avis qui comptent. ouais, là, il y en a un qui a fait un pavé et qui est élogieux, et à la fin, il me descend. Enfin, C'est super ce que t'as fait que je te déteste. ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu Rabia. Ouais, Ouais. Bah, c'est une bonne amie à moi, la réal. Ouais. Et typiquement, on parlait un peu. Quand ça allait pas trop, moi, quand justement j'étais un peu envahie. Parce qu'en fait, j'ai sorti un podcast au même moment que César a aussi un peu percé. Et du coup, j'étais exposée à ce truc de commentaires sur les deux choses en même temps. Et beaucoup de messages et tout, bref. Et du coup, j'étais un peu envahie. Et donc, j'avais appelé Marek, donc la réal. Et on avait parlé un peu de ça, et elle me dit, moi j'ai pas lu la presse, j'ai rien regardé, j'ai pas encore le courage et tout. Du coup, j'étais allée voir vite fait sur Letterboxd, et c'était hardcore. Enfin, le film, de toute façon, il est clivant, et il parle de djihad, donc bon, ça, voilà. Et j'étais genre, oh là 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 là. Faut pas qu'elle y aille. Non, et je lui ai dit surtout, tu n'y vas pas seul. Enfin, tu le fais, Ah ouais. le moment où tu le fais, t'es avec quelqu'un, parce que ça ravage quand même. Hein. Ouais, faut voir. Si tu gamberges tout seul à Ah ouais, c'est dur. tout ça, ouais, faut être avec quelqu'un. Mais toi, sur les projets, est-ce que tu accompagnes les enfants encore après le tournage? Parce que tu sais, il y a un peu un truc, surtout les enfants, ils sont beaucoup attachés au casting sauvage. Et ça peut vite, tu peux vite être pris pour un film et puis après plus rien. Et avoir ce truc de déclic, waouh, cinéma c'est incroyable. Ouais. Et après plus rien. Donc est-ce que tu as aussi un rôle après les mois dans le tournage pour un peu les redescendre sur terre, pour leur dire que c'était une expérience? S'il n'y a rien après, c'est pas grave. C'est une question pas évidente et je pense que j'ai pas encore tout à fait trouvé la place parfaite, mais celle que j'ai pour l'instant qui fonctionne, je crois, et qui me va, c'est que surtout, pas place parfaite dans le sens où je suis pas tant présente que ça après. Après, pour certains qui ont des réseaux ou quoi, ou machin, enfin, on se suit et du coup, on peut avoir des nouvelles un peu comme ça. Mais surtout, moi, je crois enfin, je pense pas que c'est en étant présent après que tu apaises la coupure. Enfin, et c'est comme ce qu'on disait à propos de Marius, je pense qu'être présent après, parfois, ça peut même nuire à... Enfin, faire l'effet inverse, quoi. Et moi, du coup, je me suis inspirée comme des colos, où moi, j'avais enfin, c'était pas une FOMO, mais j'étais mais en dépression après, enfin à la fin des colos là, quand tu continuais tes vacances en rentrant de colo, j'étais mais trop mal, tout le monde me manquait de ouf, enfin, c'était trop violent. Et en fait, il y a un truc qui m'aidait vachement, c'est que nous faisait des diplômes pour chaque enfant de la colo avec une photo et où tout le monde mettait un mot, quoi. Et ça permettait de... Enfin, moi, je m'y accrochais de fou en me disant, ok, les gens me manquent et tout ça, mais j'ai ce diplôme-là que j'accroche à mon mur et que je regarde et je lis les mots des gens et ça me rassure et machin. Et c'est un truc que j'emporte avec moi qui est beau, quoi. Et du coup, je fais ça maintenant. Pour les tournages, je fais des diplômes à la fin pour les enfants que je demande à tout le monde de signer. Et ça, j'y crois vachement. Parce que t'as les noms, t'as une trace, t'as quelque chose. Et en même temps, ça clôture. Et c'est matériel, mais c'est pas non plus un cadeau. Il y a la question des cadeaux qui se pose aussi souvent. Moi, j'ai compris que plus t'offres de cadeaux, plus t'as des choses à te faire pardonner. Donc, une fois, sur un tournage affreux que j'avais fait, ils ont fait une trottinette au gamin à la fin. J'étais en mode, oula, ça c'est trop intense. Un PS5. Ouais. De voiture. Et ça dit quelque chose de ta culpabilité d'aller Ouais. aussi loin là-dedans. Enfin, et les diplômes, du coup, je trouve ça hyper précieux. Et en plus de ça, je pense que c'est encore une fois dans le truc des postures, c'est-à-dire que tu anticipes la fin du tournage, tu préviens, tu sais, on finit là. Et à la fin aussi, du coup, je suis moins dans un truc de complice. Enfin, je commence moi-même à un peu fermer pas du tout à être plus froide ou quoi, mais juste à peut-être être un tout petit peu plus distante. Non, je voulais savoir, t'as un podcast du coup, c'est ça? En fait, c'est pas du tout... Enfin, j'ai fait un documentaire sonore pour
pour Arte Radio. Arte, ouais. Et du coup, enfin, je sais pas en fait trop si on dit podcast ou quoi. Enfin, je suis perdue dans les termes de son, mais en tout cas, c'est pareil. Là, c'est un one shot quoi. C'est en 45 minutes. C'est sur quel sujet? Pendant le Covid, j'ai développé un doc de tout enregistrer. Donc, j'enregistrais vraiment tout chez moi, mes parents et tout. Okay. Et dans un truc un peu de phase maniaque. Donc, de toute façon, un truc, une manie, quoi. Et aussi dans quelque chose de... Je comprenais tellement pas ce qui se passait que j'avais besoin d'un disque dur externe que ma tête pour pouvoir mettre les trucs et pour pouvoir enregistrer, après faire des montages et tout ranger et machin. Et du coup, je faisais ça tout le confinement. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte que déjà, mon état empirait. Et en plus, je pouvais pas faire ça toute ma vie. C'était l'enfer. Et du coup, je suis allée de mon plein gré à l'hôpital. Et sauf que je suis allée à l'hôpital avec encore ce toc-là. Que dans cet hôpital, on était en septembre. Et du coup, il y avait un grand parc. Et on avait le droit de sortir. Donc, je suis sortie au bout de 3-4 jours. Et là, en fait, les gens... il y a un mec qui est venu me parler. Et à l'HP, c'est comme en tôle, quoi. Tu parles et tu fumes et voilà, c'est tout. Et tu dors, tu manges. Et du coup, il a commencé à me raconter un peu sa vie. Et sauf que moi, j'étais coincée parce que je lui ai dit, écoute, si tu veux que je continue à t'écouter, je suis obligée de t'enregistrer parce que je peux pas faire sans. Et je pensais qu'il allait m'envoyer chier. En fait, il m'a dit, ça l'a fait rire. Et en fait, il a pris mon tel. Il s'est enregistré lui-même et il est parti avec pendant 1 heure dans le parc. Et genre, il a parlé à mon tel pendant 1 heure, mais j'entendais rien de ce qu'il disait, tu vois. J'étais posée sur le banc et je le regardais, j'étais en mode OK. Et à un moment, je vois une infirmière qui passe avec un chariot et ça fait un bruit de ouf sur le goudron. Et du coup, je me dis, fichier, elle va passer devant lui et ça va niquer l'enregistrement parce que ça fait du bruit. Sauf que là, non, tu t'es venu là pour aller mieux, t'es pas venu là pour faire quelconque projet, je sais pas quoi, donc tu n'interviens pas, tu fais rien et voilà. Et de toute façon, tu vas pas utiliser ça, donc laisse la vie se faire. Et du coup, elle lui passe devant et le mec, donc David, revient et me donne mon tel et tout, en me disant merci, machin. Et moi, le soir, je retourne dans ma chambre, j'écoute son enregistrement qui dure 1h30. Et il a une voix de ouf, hyper belle et tout ça. Et il raconte comment il est tombé dans le crack, comment il a perdu le lien avec toute sa famille et tout. Et comment sa dernière tentative de suicide, c'était en voulant se jeter sous un RER. Et il dit je suis descendue sur les rails et les cris des femmes et des enfants m'ont glacé le sang. Je me suis dit que je ne pouvais pas leur faire ça. Donc je me suis plaquée contre le mur et le RER est passé sans me toucher. Et je vous jure, il dit cette phrase et là, il s'arrête. T'as le vent qui se lève et t'as le chariot qui passe de l'infirmière. Je suis dans mon lit, j'entends ça, je suis en mode... Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai l'impression que c'est un signe de Dieu, je sais pas quoi, qu'il faut que je continue. Enfin, je suis en mode, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, je descends pour aller voir David pour lui raconter. Et là, en fait, il est entouré de genre 15 personnes. Et il me dit, Violette, et tout bien. Et tout le monde veut s'enregistrer. Tout le monde s'est enregistré. Je suis restée 15 jours. Et je suis sortie avec 36 heures de rush. Et c'est ouf parce que... Enfin, vous écouterez si vous voulez, mais moi, c'était une matière que j'avais... Enfin, c'était des paroles que j'avais jamais entendues. Et ça s'est fait complètement en secret des médecins. Donc, en fait, il y a 0 intervention de quelconque corps médical, c'est juste nous. Et il y a différentes pathologies. Il y a des personnes qui sont donc bipolaires, il y a des personnes qui sont dépressives, suicidaires, schizophrènes. Et on se parle comme on est pendant qu'on est dans le parc et qu'on parle complètement naturellement des choses, quoi. Et il y a aussi nos appels qu'on passe à nos parents, à nos patrons, au travail. Il y a mon anniversaire parce que j'ai eu 21 ans là-bas. Et il y a aussi, parle à mon téléphone, ils racontent leur vie, mais tu as aussi des discussions entre nous, chronologiquement, les départs un peu de chacun, quoi, jusqu'à mon départ à moi. Non, pour revenir à César, j'avais une question. Il y a un moment dans le film où il dessine, il y a sa sœur qui va le voir. Et j'avais une question.
il y a un moment, elle lui parle, il commence à parler de la règle et tout, Ouais, et il met sa main dans la chaussette. j'adore. Et j'aimerais bien savoir si c'est toi qui as eu cette idée-là ou si c'est lui qui l'a fait C'est tout lui seul. complet. C'est lui. J'adore. Et c'est adorable ce moment, j'adore. C'est pour moi le meilleur moment du film. Cette main dans la chaussette, c'est tellement moi, c'est tellement l'enfance Complètement lui. et les regards aussi. Parce qu'il Oh là il là. fonctionne beaucoup au regard Ouais. et même toi, je Ouais. pense que c'est important pour toi les regards. Tu l'as beaucoup dirigé sur ça? Oui, le moment où il arbitre, le zoom avant. Là, t'as le truc, le trait franc du regard où il fait comme ça et bam, là, ça tombe. Ça, c'est moi avec une balle de tennis qui bouge la balle Ok. pour qu'il regarde. Mais après, L'interrogatoire. ça, c'était ouf. Mais ça, c'est vraiment... Enfin, en fait, dans tous les cas, il a ses regards de fou, naturellement. Et l'interrogatoire, ce qu'on a fait, c'est que... je fonctionne rarement comme ça, parce que ça peut vite déraper. Mais là, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Je pense qu'on n'a pas dérapé. En gros, c'était dans une espèce de toute petite pièce, qui était dans la piscine, en fait. C'était un tout petit bureau. Et j'avais demandé à la technique que ça marche tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y ait dans la pièce que la flic et Marius. Que ce soit même la flic qui démarre la cam et que ce soit que des micros, quoi, et qu'il n'y ait pas de technicien. Et du coup, ils ont installé ça. Et ensuite, Marius était en loge, on l'a fait descendre. J'avais demandé aux gens de ne pas lui parler quand il descendait et pas échanger rien avec lui, enfin qu'il descende en restant pas distrait, quoi. Il savait la scène qu'on tournait, mais je lui avais pas fait réviser trop son texte. Je lui ai juste dit « Ok, entre dedans ». Et j'avais demandé à la flic de ne pas se présenter à Marius aussi avant et de ne pas parler. Et du coup, Marius est entré dans le bureau, en étant filmé déjà. Il s'est assis et la flic a déroulé la scène et celle qu'on a montée, c'est la première prise. C'est trop fort. Et ça, c'est parce qu'on l'a pas fait rentrer avant, parce qu'il n'y a pas de technicien, parce qu'il est vraiment immergé dans le truc. Je me souvenais pas d'un truc, c'est mon chef-op qui me l'a rappelé, Martin. Quand on avait un nom de code avec Marius, je lui disais Marius Cactus, et ça voulait dire... c'était vraiment ce truc de... un peu... comme s'il avait des pics, quoi. Enfin, et c'était une attitude corporelle, mais aussi dans le visage, un truc un peu fermé. Et je pense que du coup, et je lui disais souvent pendant les scènes, c'est ce qui amenait ce côté un peu préoccupé, quoi. Et voilà le genre de manière dont je pouvais contrôler un peu et diriger un peu ses regards, mais sinon c'est lui tout seul. Hein. C'était trop marrant parce qu'au début c'était censé être de l'escrime, mais qui était un peu dansé. C'était censé être en tenue d'escrime. En fait, les mecs qui dansent, c'est des escrimeurs adultes en fait. Ils sont arrivés en jogging. Et le danseur, il y a un danseur les a fait s'échauffer. En fait, j'ai vu ça, j'ai dit ah non, on fait ça en fait, on fait pas l'escrime, on fait ça. Ah ouais. Et du coup, c'était trop drôle parce que le mec qui était venu pour faire de l'escrime et zéro de la danse, ils se sont retrouvés à faire des mouvements de danse et machin pendant genre 2 heures dans une atmosphère hyper feutrée et tout. Et c'était trop drôle. Toi, la musique, t'en écoutes beaucoup et ça t'inspire aussi? J'écoute beaucoup de musique de film, ouais. Ok. Enfin, j'écoute pas mal de musique, mais quand même beaucoup de podcasts aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'écoute moins de musique quand je cours un peu. Mais quand j'écoute de la musique, il y a beaucoup de musique de film et ça m'inspire vachement, ouais. Enfin, c'est plus... quand j'écris, je vais avoir une playlist d'inspiration, genre. Et après, ça m'est arrivé d'avoir des idées vraiment sur des musiques. Alors, me souvenir dans César de quelles idées précisément, je sais pas trop. Mais la voiture, c'est possible. Pour la scène de la voiture, justement, j'ai mis de la musique sur le plateau. J'ai mis la musique d'Édouard aux mains d'argent quand ils font la statue, là. Et j'ai mis une musique de Dan Romer, qui est une musique de Wendy, ou des bêtes du Sud sauvage. Ça aussi, c'est trop bien. Trop bien. Pour coacher les enfants, je leur fais écouter des musiques beaucoup. Genre, je lis le scénar et je choisis t'as une scène qui va être un peu compliquée ou qui a une émotion un peu forte, je vais choisir une musique qui met dans cette émotion et je le fais écouter à l'enfant et ça marche bien, quoi. Pour ma part, en tout cas d'extérieur, j'avais trop envie de faire un film avec des enfants et tout. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu redescendu en mode ok, je veux toujours, Mais c'est compliqué. mais faut éveiller un peu les
des consciences et se dire que c'est pas n'importe quoi de mettre un enfant sur un tournage et que c'est important d'entendre des trucs que tu dis parce que ça remet en place un peu quand même. Mais aussi de vous dire que vous êtes tout à fait en droit et c'est complètement légitime en tant que réal de vouloir faire des films avec des enfants et il faut. Mais du coup, ça peut aussi ne pas être... c'est pas que vous que ça regarde dans le sens où vous devez pas vous-même vous censurer en mode bon bah d'accord en fait c'est trop compliqué je le fais pas. Non, ça peut aussi être dans le cas où vous avez une prod, en fait faire bien comprendre à votre prod que vous allez faire un film avec des enfants et que vous avez pas n'importe quelle condition pour que ça se fasse. Et moi, en vrai, c'est ça que j'ai fait quand même avec Jules, avec Grand 8, c'est que j'ai imposé complètement des trucs, et notamment le fait que les enfants arrivent 2 jours avant le tournage pour faire une petite colo avant, pour faire des tests d'escrime, etc. J'ai imposé qu'il y ait 2 coachs, j'ai imposé plein de petits trucs en fait, que les enfants habitent dans l'endroit où on vient manger, donc c'est les adultes qui viennent chez les enfants et c'est pas l'inverse. Plein de choses qui sont pas forcément coûteuses en plus, où c'est juste des manières de faire et voilà, c'est pas ça ne dépend pas que de vous. On a l'habitude aussi de finir sur une petite recommandation. Rapidement, on va faire le tour de table rapidement sur un truc. N'importe, ça peut être un film, un livre, une musique, un truc, n'importe quoi, un truc que tu as découvert récemment. Alors, j'ai vu La Pampa, j'ai adoré, j'avais eu des échos comme quoi c'était nul, j'ai juste trop kiffé, donc voilà, ça c'était super. Il y a les livres de Salomé Saké qui sont en livre audio sur Spotify et ça fait grave du bien, notamment Sois jeune et tais-toi. Et ça fait hyper du bien pour se rappeler qu'on a le droit d'être en colère et qu'on n'est pas tout seul à militer. Voilà. Je vais recommander Doechi, une rappeuse qui vient de Floride. Américaine, elle a eu un Grammy du meilleur album rap, là, il y a 1 mois. Et du coup, je me suis dit, je voyais son nom depuis quelques temps, mais j'avais jamais vraiment écouté, et puis j'ai écouté, c'est incroyable. Elle est très très forte. J'ai 2 films, il y en a un qui est pas trop à reco parce que très connu, c'est mon film préféré. J'ai envie de rester un peu chez les enfants, vu que c'est le thème. Mon film préféré, c'est Close. Mon film préféré avec des enfants. Ah ouais. Ouais. Elle a détesté. T'as pas aimé? Un peu mitigé là. Non mais on en parle après. On en parle. Non mais après le truc c'est que c'est ton film d'enfant préféré, mais pourquoi? C'est parce que ça parle d'amitié. Oui, ça parle d'amitié. Moi, les bromances, c'est mon top. Non, et sinon, un autre film avec des enfants, mais moi, c'est un coup de cœur. C'est Le Nouveau. Ah, mais moi, j'adore. Bien sûr. Mais Nouveau. tu sais que c'est Lisa Coca et Roman Guéret qui ont fait Les Pires. Ouais. On fait la série Tu préfères et qu'on fait Chasse Royale, le court-métrage, qui sont des goats en termes de direction d'enfants, qui étaient coach sur Le Nouveau. Ah ouais? Ah non, mais moi, j'ai adoré ce film. Mais il est trop bien. Pas teen movie, mais un peu... truc de la soirée. Non, il est cool. J'ai trop aimé. C'est un réel qui me fascine. J'ai vu 3 de ses films pour l'instant. J'ai pas tant aimé que ça, mais il me fascine de fou. Mais je vais quand même les recommander parce que vraiment, je trouve il fait un taf de fou. Il s'appelle Sergueï Parajanov. J'ai vu que 3 de ses films, mais je trouve il a un monde qui est propre à lui. Et ses films, on les trouve nulle part. Genre, c'est des films grave posés, contemplatifs. Et surtout, ça joue beaucoup sur les décors. Et sur un peu les personnages, comment les personnages ils sont placés, comment ils évoluent dans le décor et tout, etc. Et je trouve il est hyper intéressant, même si je pense que j'aime pas tant parce que c'est quand même des films d'époque qui datent un peu d'il y a très longtemps et je pense que j'ai un peu de recul par rapport à ça. Mais franchement, si on va un peu plus loin dans le fond, c'est un génie. Merci beaucoup et puis on se retrouve prochain épisode avec quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Avec quelqu'un d'autre, on sait déjà qui c'est. On sait déjà, on vous le dit pas. À bientôt. Au revoir.